France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre grand forum pour cette semaine jusque 18h30. Ravi de vous retrouver avec aujourd'hui pour m'accompagner Yasser Louati, Youssef Brakni, Nadia Lazouni qui seront avec nous dans quelques instants. À tout de suite. On commence en musique tout de suite avec un extrait, un Guyanais qui interprète un rap sur la situation actuellement de la Guyane. Écoutez plutôt. Zadizad il s'appelle, voilà, c'est un rappeur guyanais qui fait le point un peu sur la situation et qui dénonce un peu les différents problèmes rencontrés actuellement en Guyane et cette paralysie qui se poursuit après 3 semaines de grève en Guyane. On fera le point d'ailleurs tout à l'heure sur cette situation en Guyane. Soyez les bienvenus en direct pour le grand forum sur France Maghreb 2 avec dans un instant notre zapping bien fourni comme tous les lundis d'ailleurs. Il y a de quoi commenter avec vous chers auditeurs au 01 40 33 9000 par mail lgf@francemaghreb2.fr. Et à cette question que l'on vous pose aujourd'hui, les hommes politiques en clair sont-ils des carriéristes et pensent-ils d'abord à leur carrière? Vous répondez sur Facebook donc à cette question sur la page France Maghreb 2 en nous appelant au 01 40 33 9000 ou bien sûr en nous appelant au 01 40 33 9000 donc disais-je ou par mail lgf@francemaghreb2.fr. Soyez les bienvenus, c'est parti pour le grand forum avec Youssef Brakni, Yasser Louati, Nadia Lazouni. Ils arrivent. Le grand forum, merci d'être avec nous. Le grand forum qui repart en tournée cette semaine du côté du Havre, mercredi prochain à la librairie 115 cours de la République, je crois, oui c'est ça, les yeux d'Elsa. Ça se passera mercredi sur France Maghreb 2 en direct du Havre et on terminera la semaine prochaine du côté de Reims. Cette tournée du premier tour et on partira du côté de Marseille entre les deux tours, voilà pour les quelques dates que j'ai à vous donner. Et puis n'oubliez pas aussi ce week-end en partenariat avec France Maghreb 2, un stand d'ailleurs, France Maghreb 2 sera présent à la rencontre des musulmans de France au Bourget ce week-end, c'est le gros événement. Youssef Brakni, comment ça va Youssef? Ça va, merci, ça va. Bonsoir à toutes les auditrices et les auditeurs. Bonsoir Youssef. Bonsoir Monsieur Louati. Bonsoir à tous. Comment ça va Monsieur Louati? Très bien et toi Christophe? Bah oui, comme tous les lundis, c'est Louati. Exactement. Et Brakni et Lazouni aussi. Tous les i sont là. Toujours, ça me fait des i. Oui, toujours, absolument. Nadia qui nous rejoindra dans quelques instants. Eh bien messieurs, votre programme aujourd'hui, de quoi allons-nous parler avec Monsieur Yasser? Les partis, voilà l'ennemi. Des partis, voilà l'ennemi. Très bien. Le coup de cœur? J'en ai pas encore. Pensez t'avoir Christophe. Youssef? Pour moi, mon avis tranché, ça sera sur de quoi Mohamed Saou est-il le nom? C'est peut-être que peu de gens le connaissent. C'est le référent 95 du mouvement En Marche. Qui a été, selon les propos de Macron, déporté de ses fonctions. Déporté? Oui, il a dit le mot déporté. Je crois que ça lui a échappé, je crois. Oui, je pense aussi, oui. De toute façon, on joue pas avec ces mots-là en ce moment, monsieur Macron. Il a dit exactement, il s'est déporté de ses fonctions à ma demande. Voilà. D'accord. Donc voilà pour l'avis tranché. Puis ça fera un peu écho à l'avis tranché de mon ami Yasser. Et puis pour ce qui est de mon coup de cœur, c'est au sujet d'un meeting qui aura lieu le 22 avril à la Bourse du Travail de République autour de Bagui Traoré, nouvelle figure du prisonnier politique. On en est où d'ailleurs? Tiens, on fait le point là-dessus. Bah du coup, justement l'actu toute récente là, c'est que Bagui Traoré va passer en appel le 25 avril à la cour de Versailles. D'ailleurs, tous les militants et pas que les militants, tout le monde est invité à venir soutenir Bagui Traoré, qui subit un acharnement parce qu'il il a le temps d'être le frère d'Adama Traoré et surtout c'est le dernier témoin à avoir vu Adama vivant et mort. Ouais. Donc c'est le témoin clé de l'affaire en fait. C'est le témoin clé de l'affaire, donc on comprend du coup l'acharnement qu'il subit et pourquoi il est en prison aujourd'hui. Et donc il passe en appel pour la peine qu'il est en train de faire en ce moment. Il a été condamné à 15 mois de prison pour un soi-disant outrage et rébellion. Combien de prison? 15. 15 ans? 15 mois. Ah, 15 mois, oui, tu m'as fait peur là. 15 mois, mais attention, il a une mise en examen qui se rajoute à cette peine. C'est bon, le jugement n'est pas encore passé, il a été mis en examen pour soi-disant une tentative d'assassinat sur dépositaire de la force publique contre des gendarmes le jour de la mort de son frère, quand vous savez quand il y a eu des émeutes. Le soir et puis les jours qui ont suivi, il y a eu quelques émeutes urbaines à Beaumont-sur-Oise. Oui, absolument. Et donc du coup, il est accusé d'avoir voulu tirer sur des gendarmes, carrément. Et comment va la maman? On l'avait vu extrêmement peinée. La maman, c'est de pire en pire, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout et pour tout, il y a eu 3 des frères d'Adama qui ont été en prison. Youssouf est ressorti, mais il y a Yacouba, le plus jeune de la famille, qui est en prison aujourd'hui.
pareil, qui subit un acharnement. Il y a donc Bagui qui est toujours en prison, et donc non, la mère, c'est un peu compliqué quoi pour le moral, parce que voilà, c'est des gens qui s'attendaient pas du tout. Enfin, leur vie a complètement changé du jour au lendemain, juste parce qu'ils ont eu un membre de leur famille qui a été tué, et son fils surtout, qui a été tué dans la cour de la gendarmerie. Et du coup, la mère, pour le niveau moral, c'est très compliqué quoi. C'est qu'il y a 2 de ses enfants qu'elle ne voit plus, même 3, j'ai envie de dire. Avec Adama qui est mort. Et donc la sœur, hein, qui elle, toujours aussi continue combative. le combat. Ouais, toujours à fond. Justement, samedi, j'étais avec elle en meeting là, au local de la CNT, au 33 rue des Vignobles à Paris. C'était super. Il y avait pratiquement 200 personnes présentes, toujours là, avec d'autres familles de victimes, notamment la famille Bourras de Strasbourg qui était là, la famille Dieng, la sœur de la Dieng qui a été assassinée dans le 20e. Bref, il y avait plein de familles de victimes et c'était un super meeting. Et donc voilà, du coup, à ça, ce qui lui permet de tenir, c'est de voir que voilà, malgré tout, il y a toujours du monde qui est là, qui est présent, qui la soutient dans son combat et dans celui de toutes les autres familles. Est-ce que à ta connaissance, Youssef, est-ce qu'il y a un homme ou une femme politique en période électorale qui s'est intéressé ou qui a évoqué ou qui aurait rencontré la famille Traoré pour évoquer cette affaire? Alors, il y a 2 candidats qui ont évoqué cette affaire, c'est Mélenchon et Philippe Poutou. Ce sont les 2 candidats qui ont évoqué l'affaire Traoré, d'Adama Traoré et de Théo Louaka à Aulnay. Donc effectivement, ils l'ont abordé, ils l'ont dit. Enfin, d'ailleurs, c'était lors du grand débat. Ouais. Et donc voilà, oui, à ma connaissance, c'est les 2 seuls candidats. Faut savoir que Hollande ne s'est jamais intéressé, parce que c'était sous son mandat, à la famille Traoré. Certes, il s'est rendu au chevet de Théo, mais bon, voilà, c'était une manœuvre. Puis c'était pas du tout les mêmes circonstances, c'est pas pareil. Là, Adama Traoré, voilà, c'est une affaire d'assassinat, c'est la gendarmerie qui est mise en cause. Donc c'est pas du tout le même cas. Mais voilà, il y a que Poutou et Mélenchon qui l'ont abordé publiquement. Après, prenons-en bonne note, hein, j'ai envie de dire. Oui, bien sûr. Après, de toute façon, la famille, elle a besoin aussi de ça, qu'à un moment donné, ça prenne une dimension nationale et que voilà, que ça dépasse le simple cercle militant, j'ai envie de dire. Parce que là, c'est très grave ce qui se passe. C'est quand même, voilà, on a quand même 2 membres de la famille Traoré qui sont en prison et on attend toujours avec impatience la mise en examen des gendarmes. Parce qu'il faut le savoir, ceux qui sont accusés de l'assassinat d'Adama Traoré sont toujours en liberté, circulent tranquillement, ne sont pas du tout inquiétés, alors qu'on a 2 frères en prison. Ouais, c'est hallucinant. Ouais. Yasser, un petit mot là-dessus sur cette famille qui, quand on écoute les propos de Youssef, c'est une famille qui subit l'acharnement et qui avait débuté d'ailleurs sur la mort de Adama. Et ensuite, c'est toute la famille qui paie, quoi, en quelque sorte. En fait, l'acharnement, il est proportionnel à la mise en visibilité du cas de Adama Traoré. Donc, ce qui veut dire, ça aurait pu être passé sous silence. Voilà, un énième assassinat dans les quartiers, et puis on passe à autre chose. Sauf que là, ils sont justement battus pour que ça reste sur la place publique, et qu'en plus, l'actualité n'a pas donné tort au collectif qui soutient la famille. Donc là maintenant, oui, l'acharnement, il est proportionnel justement au combat qui est mené sur le terrain pour dénoncer ce qui s'est passé, justement pour garder la mobilisation à jour. Ouais. Donc maintenant, voilà, le silence des autorités et le fait qu'on n'est plus en train de chercher à cacher ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu un cafouillage des preuves qui ont été dissimulées, puis des pressions pour envoyer le corps au pays, etc. Ouais. Donc là maintenant, c'est de toute façon, là, on peut plus revenir en arrière. Ouais. Je veux dire, vu comment les choses sont en train de se passer, là maintenant, il y a la mer qui s'y est mise. En plus de la gendarmerie et du silence assourdissant de l'État, maintenant c'est qu'une mobilisation à temps plein et qui continue. On peut pas, je pense pas qu'il faudra attendre. Oui, en fin de compte, la gendarmerie va démentir ce qui a été dit jusque-là. Non, ça sera une fuite en avant et ça sera en fait, on verra après l'élection comment l'histoire se réglera. Peut-être qu'il y aura des nouvelles nominations et que le dossier sera pris par d'autres personnes au sein de l'État. Peut-être qu'on aura une mise en examen, on n'en sait rien. Mais en tout cas, la solution, c'est absolument pas le silence. La question du jour, je vous la rappelle, pensez-vous que les hommes politiques ne pensent qu'à une seule chose, à leur carrière? Vous répondez sur la page Facebook de France Maghreb 2, sur la page Facebook, par mail aussi, lgf@francemaghreb2.fr, ou en nous appelant bien sûr durant toute l'émission au 01 40 33 9000. Tiens, j'ai un petit bonjour à te passer d'un certain Mohamed qui t'apprécie beaucoup, Yasser. Un auditeur de Dijon que j'ai rencontré qui m'a dit j'aime beaucoup ce que dit fait Yasser Louati. Voilà. Bah, c'est apprécié, merci Mohamed, et encore merci d'avoir été à l'écoute et de continuer à l'être. Allez, on passe au zapping. Allez, on passe au zapping, il y a du boulot les gars. Ce zapping qui commence par Emmanuel Macron, invité sur Radio J hier à la question de Aziza. Voici sa réponse, une question sur la Palestine.
Si vous êtes élu président de la République, vous irez jusqu'à Palestine. Je pense que sur ce sujet, on peut se faire plaisir. J'entends certains qui en font un préalable à tout. Ça ne sert à rien. Pourquoi ? Mais parce que la clé, c'est la reconnaissance des deux États en réalité sur le terrain dans un équilibre politique et de construction de la paix. Si aujourd'hui, la France s'engageait de manière unilatérale dans un processus de reconnaissance de la Palestine, on ajouterait en quelque sorte du déséquilibre et on créerait, en tout cas, on affaiblirait la capacité de la France à jouer un rôle dans la stabilité régionale et sur ce conflit. Donc, en clair, c'est niette. Incroyable. Incroyable. Alors lui, je le savais vraiment bourré de flambis, mais alors là, c'est pas possible. Il te dit de quoi ça va ça va jouer contre l'équilibre, je ne sais quoi. Il y a un pays qui en occupe un autre, qui massacre sa population. Faut pas faire un dessin aux uns et aux autres. Et on voit bien que Macron est dans une imposture. Et maintenant, moi, par contre, j'en vois à leur responsabilité ceux qui, parmi les soi-disant soutiens de la Palestine, donnent un blanc-seing à Emmanuel Macron. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, lui, il se sert des personnes, voilà, qui traditionnellement seraient des soutiens à la Palestine, les musulmans, les arabes, les noirs, les quartiers populaires, etc., qui portent au nu Macron et qui passent sous silence ce genre de prise de décision. Donc si le monsieur n'a même pas le courage de le dire avant l'élection, qu'est-ce qu'il en sera si, Dieu nous protège, ce type arrive au pouvoir? Youssef ? Non, clairement, il est dans une position sioniste, à l'image de l'entourage qu'il a constitué, c'est-à-dire avec Laurent Saïm et compagnie, là, où on voit qu'il y a clairement, il est clairement dans une tendance pro-israélienne, unilatérale. Alors, c'est intéressant ce qu'il dit que ça affaiblit la position de la France. Moi, je pense que ce qui a affaibli justement la diplomatie française depuis l'ère Sarkozy, c'est le tournant ultra-sioniste de la diplomatie française. On sait ce qui s'est passé au niveau de la diplomatie dans le monde arabe. Sarkozy a fait le ménage, en fait, il a viré tous ceux qui avaient vraiment, qui étaient des diplomates de métier, qui étaient très reconnus dans le monde arabe. Faut savoir que la France avait plutôt une bonne image dans le monde arabe, surtout après avoir, vous vous rappelez, sous Chirac surtout. Sous Chirac, voilà, surtout après avoir, vous savez, fait les funérailles, les hommages militaires à Yasser Arafat. Ça c'était inédit quand même avec le drapeau palestinien, et donc il a été vraiment, on a fait un hommage qu'on aurait pu faire un chef d'État. Et ça c'était sous Jacques Chirac et ça a été énormément apprécié. La France était écoutée dans le monde arabe, c'était une position audible. Or, depuis Sarkozy, puis le prolongement d'Hollande, et là, bon, évidemment, Macron, c'était un ministre d'Hollande, donc il continue dans ce sérail. La France est complètement décrédibilisée. La France est vue dans le monde arabe et même ailleurs dans le monde comme étant alignée totalement sur l'Amérique et du coup n'a plus du tout aucune indépendance à ce niveau-là. Donc moi, ça ne m'étonne pas du tout. Et c'est pas le seul. Hamon a dit pareil. Donc après Hamon, il est pour la reconnaissance de l'État palestinien. Et il a dit, par exemple, sur Radio J, la même émission avec le même animateur, pareil que voilà, BDS c'était illégal, que l'antisionisme c'est de l'antisémitisme, ce qu'a dit Macron aussi dans la même émission, ce qui est un scandale quoi. Aujourd'hui, on le sait tous, l'antisionisme n'a absolument rien à voir avec l'antisémitisme, parce qu'il faut le savoir, historiquement, les premiers mouvements antisionistes de l'histoire, c'était des mouvements juifs en Europe de l'Est, comme le fameux Bund, qui était un mouvement d'extrême gauche majoritaire chez les juifs d'Europe de l'Est et qui était antisioniste. Donc ça n'a absolument rien à voir, qui était contre ce mouvement sioniste qu'il voyait comme une aberration, parce qu'il voyait ça comme un mouvement de colonisation d'une autre terre. C'est tout. Et d'ailleurs, le sionisme n'est que ça, qu'une entreprise coloniale, comme a pu être le colonialisme occidental au XIXe siècle. C'est le même produit, ça a été créé en Europe par une bourgeoisie juive complètement déconnectée des classes populaires. Malheureusement, il y a eu le génocide juif qui est passé par là et qui a exterminé quasiment tous les juifs d'Europe de l'Est, qui étaient plutôt hostiles à la création de l'État d'Israël. Moi, je tiens à dire que, par exemple, un des chefs de l'insurrection du ghetto de Varsovie, qui s'est échappé à l'époque, assiégé par les forces nazies, a toujours refusé de se rendre en Israël. Il a toujours refusé d'y habiter. Il est mort à Varsovie en 2005, il me semble, ou 2006, je me souviens plus exactement la date exacte. Mais jusqu'au dernier jour de sa vie, il a toujours refusé le projet sioniste. Or, c'était le chef de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Donc, est-ce qu'il est antisémite aussi ? Alors, donc Macron, on l'a entendu, pas favorable du tout à une reconnaissance d'un État palestinien. En fait, pour lui, ça sert à rien, tout simplement. Rien d'étonnant. Voilà. On enchaîne dans ce zapping invité samedi soir de Ruquier. Mélenchon juge répugnant les socialistes qui ont abandonné Hamon. Écoutez. Bon, il va de soi que s'il le faisait, ce serait une très grande nouvelle. Et que je dirais pas non, évidemment, vous le devinez. Mais moi, je ne veux pas exercer sur lui une pression qu'au demeurant, je n'avais pas supportée sur moi. Il mène son combat, il le fait courageusement, avec des gens absolument répugnants.
qui lui font le supplice chinois de l'abandonner un après l'autre, jour après jour. Des gens qui sont totalement déloyaux, mais qui me donnent raison a posteriori. Vous pensez à Manuel Valls, à certains ministres du gouvernement? Moi, je n'ai pas voulu aller dans cette histoire en disant ça ne réglera rien, parce que les gens sont trop différents. On peut faire une primaire entre des gens qui sont séparés par des nuances ou des sensibilités. Là, c'est des projets différents. Et ils sont en train de le poignarder, et il n'y a que lui qui tient parole, parce que tous les autres... Là, le Parti Socialiste est en quelque sorte comme un emballage, une apparence. Donc moi, ni je veux l'accabler, ni faire de pression sur lui. Je respecte son combat. Je me suis accordé avec lui sur le fait qu'il y aurait un pacte de non-agression. Je le respecterai jusqu'au bout. Un pacte de non-agression entre les deux, que Mélenchon entend respecter jusqu'au bout, sur le fait que Mélenchon juge les amis de Hamon comme répugnants, l'ayant quitté, abandonné, laissant seul de manière isolée. On est d'accord avec ça ou pas, Youssef? C'est clair, enfin répugnant, c'est clair, c'est des traîtres quoi. On a tous en mémoire ce qui a tourné dans les réseaux sociaux. Vous savez, tous les candidats à la primaire du Parti Socialiste devaient signer un papier, comme quoi ils s'engageaient à respecter l'issue du vote quoi. Sinon à quoi ça sert de faire des primaires? Si je suis mauvais perdant, dans ce cas-là je ne respecte pas ce qu'ont choisi les militants de mon propre parti. Donc c'est clair que c'est vraiment c'est la traîtrise quoi. Puis surtout ça montre la valeur de leur engagement. Donc comment on peut accepter d'être dirigé par des gens comme ça qui respectent pas eux-mêmes leurs propres engagements? Après Mélenchon, il a plutôt la bonne position. C'est-à-dire que là, il est quand même loin devant, il l'a complètement écrasé. Et ce qui fait aussi, je pense, la chute de Hamon, c'est pas tant tous les soutiens qui partent, ça participe, mais je pense aussi qu'il paye le mandat de Hollande, et que surtout, il y a Mélenchon. Et que son premier problème, c'est Mélenchon quand même. Tu partages l'avis de Youssef, Yasser, ou t'es un peu plus, t'es différent dans le ton? Non, je m'accorde à, on va dire 75% avec Youssef. Premièrement, c'est que Hamon paye d'abord la ticket PS. Donc je pense que le ticket de PS, n'importe quel candidat maintenant, c'est une défaite assurée à n'importe quel suffrage. Par contre, il y a deux choses qui ressortent. C'est premièrement le mépris de l'appareil du Parti Socialiste et particulièrement des candidats qui ont participé à la primaire, qui ne respectent pas, comme disait Alassane Youssef, leur engagement vis-à-vis des électeurs. Donc en plus qu'on leur a fait payer à ces électeurs. Donc là c'est faites ce que vous voulez. Ça me rappelle par exemple la Constitution européenne en 2005. Voilà, le peuple a dit non, on l'a quand même fait passer avec une nouvelle étiquette. Donc on voit bien que le vote, en gros, il n'est pas écouté et que la voix du peuple, elle n'est jamais entendue, sauf pour des positions, on va dire, plus ou moins racistes. L'autre chose, c'est la position extrêmement lâche de Jean-Christophe Cambadélis. Où sont les sanctions? Est-ce que Cambadélis va sanctionner Jean-Yves Le Drian? Est-ce qu'il va sanctionner Manuel Valls? Est-ce qu'il va sanctionner tous ceux qui ont rejoint Benoît Hamon au lendemain de la primaire? Non, absolument pas. On a bombé du torse avant les primaires et puis maintenant, on essaie de minimiser. On dit qu'il faut pas en rajouter. Sincèrement, je veux dire, je connais pas le personnage, mais j'aimerais pas être à sa place aujourd'hui, vraiment. Dans le zapping aussi aujourd'hui, dans le journal de France 2 de Laurent Delahousse, Gérard Jugnot reproche aux politiques de ne jamais parler de cinéma. Petit coup de gueule hier soir. C'est-à-dire qu'on parle plus des hommes que des programmes, il y a des tas de choses, on juge les hommes, quoi, mais bon. Comme les acteurs, parfois? Un peu trop, oui, je crois. Un peu trop. Mais en même temps, président de la République, c'est quand même une fonction, c'est quelqu'un qui représente la France. Après, il y aura une législative, les gens parlent pas beaucoup de ça. Hein. Mais il y aura une deuxième étape. Oui. Importante aussi. Mais vous savez, moi, vous invitez beaucoup de politiques, ils parlent rarement de cinéma. Hein. Ils parlent un peu de culture, mais il faut vraiment aller les chercher. Mais le cinéma, je pense qu'il y a aussi beaucoup de chômage dans notre métier, et je crois qu'il faudrait quand même que il y a un petit truc quand même qui manque, c'est tous ces films qui partent en Belgique, au Luxembourg, ça. Et je pense qu'il faudrait peut-être leur demander de remonter les crédits d'impôt, les tax shelters, parce que là, il y a des vraies concurrences, comme le fameux plombier. De plus en plus de films oui, vont parce se que faire là-bas, il y a des avantages fiscaux qui fait que ça coûte moins cher de tourner là-bas, et ça, c'est un vrai problème, quoi. Il a pris un sacré coup de vieux, Gérard Jugnot, quand même. Je sais pas si vous l'avez vu, mais bon. On parle pas assez de cinéma. Gérard Jugnot, dans son combat, on le suit ou pas? On parle pas de culture tout court? Ouais, c'est vrai. Absolument pas. En fait, c'est intéressant de voir que le cinéma subit un peu ce qui se passe dans l'industrie, c'est-à-dire la délocalisation.
Donc ils vont chercher dans des endroits où ça coûte moins cher, où effectivement pour tous les tournages coûtent moins cher. C'est un peu ce qui se passe aussi avec le décentre. Aujourd'hui, on sait que le plus grand studio du monde, c'est Bollywood, c'est plus Hollywood, qu'ils ont été détrônés aussi, et je pense que ça passe aussi par ça, par les coûts qui sont moins importants, etc. Mais après, c'est vrai que la culture, c'est un problème dans ce pays, puisqu'on sait que les différents gouvernements qui sont succédés, pareil, ils se sont attaqués, par exemple, immédiatement aux intermittents du spectacle. On se souvient de la réforme qui a été très dure, qui a eu beaucoup de mal à passer à l'époque sous Chirac. Du gouvernement Raffarin, je sais pas si vous vous souvenez, où les intermittents rentraient dans tous les plateaux télé, etc. Oui. Donc la culture est clairement méprisée par toutes les tendances politiques aujourd'hui. Rien là-dessus, sur la culture, c'est vrai, pas grand-chose, voire rien. Le CRIF et l'UJF sont tombés sur Marine Le Pen, accusant d'avoir des propos révisionnistes. En cause, ceci, écoutez. Question porte sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Marine Le Pen est interrogée sur la responsabilité de la France dans la rafle du Veldiv, officiellement reconnue depuis 1995. Sa réponse est nette. La France n'est pas responsable du Veldiv. Voilà. Je pense que de manière générale, plus généralement d'ailleurs, s'il y a des responsables, c'est ceux qui étaient au pouvoir à l'époque. C'est pas la France. En juillet 1942, à Paris, 13 000 juifs sont arrêtés par des policiers français, détenus au Vélodrome d'hiver, puis déportés vers les camps de la mort. Il y a 5 ans, François Hollande avait réaffirmé la responsabilité de la France dans la rafle. Mais c'est Jacques Chirac, en 1995, qui marque une rupture historique. Il reconnaît une faute collective et institutionnelle. La France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leur bourreau. Pour les représentants de la communauté juive, les déclarations de Marine Le Pen constituent un dangereux retour en arrière. La France s'est honorée à reconnaître sa responsabilité dans cette page sombre de son histoire. Une république démocratique ne peut pas avoir la mémoire sélective. Ce que fait le Front National, c'est de la mémoire sélective et c'est du révisionnisme historique. Est-ce du révisionnisme, les propos de Marine Le Pen, Youssef? Oui, mais clairement, bien sûr. C'est l'État français qui est responsable de la rafle du Veldiv, c'est l'État français qui a collaboré avec le régime nazi. Faut savoir que Pétain a eu les pleins pouvoirs. C'est l'Assemblée nationale de la Troisième République qui lui a donné tous les pouvoirs pour du coup gouverner la France. On se souvient, c'était la grande déroute, et du coup ils ont été rappelés un vieux général à la retraite qui avait déjà pratiquement 80 ans et qui du coup était le héros de la guerre de 14-18, et donc de par son prestige il pensait qu'il allait sauver la France, sauf qu'il a livré la France à l'Allemagne nazie. On connaît l'histoire, la France a été coupée en deux et il y avait toujours un gouvernement français qui était le gouvernement de Vichy, puisque la capitale a été déplacée à Vichy, et qui a clairement participé à donner les Juifs de France à l'Allemagne nazie. On sait que les registres des mairies ont été utilisés, au-delà des délations. Il y a vraiment eu la police française qui est partie faire le travail en collaboration avec la Gestapo pour rechercher parfois même le grand-père, la grand-mère juive. Le rôle de René Bousquet aussi. Oui, bien sûr. Papon, qui s'est illustré par la suite au 17 octobre 61, et dans la colonisation, dans la répression du FLN. Et donc non, c'est clairement la France. Et moi, j'ai envie de dire, je sais pas qui parlait juste avant. Je crois que c'était le président de l'UJF ou du CRIF, je sais pas c'est qui. Oui, c'est le président de l'UJF. L'UJF qui disait que voilà, une grande démocratie, c'est une démocratie qui ne fait pas de mémoire sélective. Et il a tout à fait raison. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est bien aussi de noter que sur la question coloniale, la France fait clairement du révisionnisme et de la mémoire sélective. Parce que certes c'est Marine Le Pen qui remet en cause, mais quand même, comme il a été dit, Jacques Chirac, le président de l'époque, a officiellement reconnu la responsabilité historique de l'État français, ce que Mitterrand s'était toujours refusé catégoriquement à faire. Yasser, quelles conséquences ça peut avoir pour Marine Le Pen, ça? Je pense que pour moi l'élection est pliée pour elle à partir de cette déclaration, mais bon, j'aimerais d'ailleurs je fais référence à la chronique que j'avais faite il y a quelques semaines. Être sioniste, c'est être un antisémite, dans laquelle je rappelais cette alliance entre l'extrême droite et les partis sionistes pro-israéliens, et qui justement m'avait poussé à rappeler à la position de Kuckerman, qui déclarait que Marine Le Pen était, je cite, personnellement irréprochable, parce qu'elle avait fait du pied pour Israël, etc.,
sur le dos de ces dangereux musulmans. Ben oui, quand vous avez fait le pacte avec le diable et qu'on est prêt à tout pour défendre Israël, il faut aussi s'attendre à baisser son pantalon. Excusez-moi du terme. Dans un instant, suite de ce zapping avec du Thierry Ardisson, un débat sur les musulmans qui a été très chaud. Le ton est très vite monté. Du Mélenchon à Marseille. Voilà pour la suite. Et puis donc dans un instant aussi les avis tranchés de Youssef Brakni ainsi que celui de Yasser Louati. En attendant, Nadia Lazouni sur France Maghreb 2. Elle arrive. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Le grand forum avec Youssef Brakni, Yasser Louati et Nadia Lazouni qui arrive dans quelques instants. Elle est très en retard. Hein. Pas bien ça. Ah ouais, c'est clair. Là, il va falloir prendre des sanctions, je crois. Et qui est en contact avec elle? Nous, mais elle m'a dit qu'elle serait en retard, mais que voilà, elle avait une urgence. Donc voilà. Donc on la retrouvera d'ici quelques instants. En tout cas, tiens, j'ai un petit jeu tout à l'heure. J'espère qu'on aura le temps. Je vous poserai les questions. J'en ai 18 au total, et je vous dirai de quel candidat vous êtes le plus proche. On fera ce petit jeu, ça peut être sympa. Vous allez voir, je l'ai fait moi. Alors. Suite de ce zapping, salut les terriens, c'était samedi soir. Thierry Ardisson organisait un débat sur les musulmans. Une nouvelle fois, invité en plateau Marwan Mohamed et la journaliste Sonia Mabrouk qui n'a pas hésité, elle-même musulmane d'ailleurs, mais bon, c'était une précision somme toute pas très intéressante, à le qualifier, Marwan Mohamed, d'imposteur. Écoutez ce qui s'est passé. Sonia ? Moi, ça me fait toujours rire les professionnels qui parlent au nom de tous les musulmans et qui parlent au nom de l'islam. Pardonnez-moi, monsieur, mais je tiens à vous le dire, vous êtes une caricature et une imposture pour moi. Donc si je suis restée sur ce plateau, c'est par correction. C'est mon éducation qui le veut. Par correction pour Thierry Ardisson, vous ne représentez rien. Absolument rien, monsieur. Et ce que je veux dire, c'est que qui peut parler au nom des musulmans? Personne, eux-mêmes. Ceux qui travaillent pour leur crèmerie et font leur miel sur l'islam, ils ne représentent rien, absolument rien. Marwan, vous faites votre beurre sur les musulmans. Alors je veux juste essayer de répondre. Quand vous parlez de caricature, c'est difficile de vous juger comme crédible en tant que journaliste quand vous venez à assumer des positions qui sont totalement idéologiques. C'est important quand on est journaliste de lire les livres et de comprendre les auteurs avec lesquels on débat. Quelle position? Quand vous me traitez de caricature, mais tout le monde vous le traite de caricature, monsieur. C'est pas parce qu'on est dans. Mais évidemment, vous voulez maintenir les musulmans dans une position victimaire. Nous ne sommes pas des victimes. Nous ne sommes absolument pas. Ma réussite, les réussites de tous les autres Français de confession musulmane vous le prouvent tous les jours et dans tous les milieux, monsieur. Alors, tous les milieux, que vous le vouliez ou pas. Je voudrais quand même intervenir parce que entre Marwan Mohamed et Sonia Mabrouk, je pense que je ne veux pas être amalgamée avec Marwan Mohamed. Je ne viens pas discuter au nom des musulmans. Moi, je suis une femme politique, une essayiste qui œuvre pour la laïcité et la République. Mon premier livre a été publié en 2014. J'étais bien seule lorsque j'ai dénoncé les dérives communautaristes, la montée de l'islam politique et les attaques à la laïcité. Mais maintenant que vous l'avez fait, arrêtez d'en faire un livre, de vendre tous les livres pour en parler. Je ne vais pas vous demander votre autorisation pour écrire. Non, mais enfin... et effectivement, par contre, je vous rejoins parce que j'ai une certaine honnêteté intellectuelle dans le danger que représente le CCIF, que représente Marwan Mohamed. Quel danger il représente alors? Alors, ce qu'il représente, c'est qu'effectivement, il veut entretenir à travers le CCIF, qui est une annexe des frères musulmans en France, la victimisation des musulmans, se vautrer dans une posture victimaire, victime de tout, responsable de rien. Et il ne faut pas tomber dans le piège que tend le CCIF, qui est cette interdiction de débattre, cette interdiction de parler des sujets qui sont très importants et qui engagent l'avenir de la France. Voilà, le ton était, c'était assez violent quand même. Samedi soir chez Ardisson, Sonia Mabrouk, qu'on connaissait sous un registre un peu différent. Là, elle n'a pas hésité à sortir un petit peu de sa réserve, j'ai envie de dire, contre Marwan Mohamed. Non mais c'est hallucinant. Non mais après c'était un gros traquenard, je sais pas qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas. Je sais pas pourquoi, je sais pas qui gère sa com et qui lui a conseillé d'aller dans cette émission avec évidemment que là ils ont rejoué le vieux cliché colonial qui est de mettre les femmes que les blancs cherchent à émanciper des hommes musulmans. Là vraiment ils ont joué le jeu à fond et Ardisson en chevalier blanc qui est là et qui fait l'arbitre. Sonia Mabrouk, faut le savoir, c'est une éradicatrice tunisienne, d'accord, qui a soutenu Ben Ali au moment de la répression, au moment de la révolution de 2011. Sonia Mabrouk intervenait sur Canal+ pour dire attention, il ne faut surtout pas tomber dans le piège, c'est une fausse révolution. Ben Ali va tomber, Ben Ali il est pour le droit des femmes, etc., etc. Elle disait ça, elle disait parce que derrière c'est les islamistes qui
sont en embuscade. Aujourd'hui, on voit bien que c'est pas du tout les islamistes qui sont au pouvoir, c'est carrément l'ancien parti de Ben Ali qui est revenu, et c'est ça en fait, Sonia Mabrouk. Alors aujourd'hui, qu'elles viennent et qu'elles disent, voilà, nous les musulmans, on veut pas qu'on parle en notre nom, etc. Moran Ahmed, c'est pas le représentant des musulmans. On voit en fait quelle est leur hantise, quelle est leur peur. En fait, leur peur, c'est qu'il y ait une communauté musulmane qui soit organisée politiquement. Et on le voit là. Et là maintenant, il y a un nouveau marché où maintenant on a ces éradicateurs qui détestent l'islam, qui ont une haine de l'islam mais affichée, et qui maintenant en France se positionnent en tant que musulmans pour éviter en fait qu'il y ait Tariq Ramadan, Moran Ahmed ou d'autres militants qui se revendiquent musulmans, qui disent pas parler au nom de tous les musulmans, mais qui parlent au nom de certains musulmans, parce que le CCIF, même si j'apprécie pas une certaine ligne politique du CCIF, c'est quand même 14 000 adhérents. C'est pas rien le CCIF. Faut arrêter le délire. Et dire que c'est la succursale des frères musulmans, mais ça c'est vraiment un discours pour moi qui est islamophobe en fait. C'est-à-dire qu'en fait on va être toujours dans le mythe des musulmans avec le couteau entre les dents. D'accord ? Et là, voir Sonia Mabrouk se positionner comme ça, c'est complètement hallucinant. Et moi je pense que Moran Ahmed aurait pas dû aller débattre, parce que c'était un piège. De toute évidence, il allait tomber dans... C'était un débat dans lequel il pouvait pas en sortir en fait. Et la deuxième fille que vous avez entendue, c'est Lydia Guirous, que vous connaissez. Lydia Guirous, je commente même pas parce que elle est tellement décrédibilisée pour moi. Elle a aucune crédibilité. On sait tous comment elle a été traitée au sein des Républicains. Elle a tout fait pour essayer d'avoir une place, elle a pas pu. Donc là, comme toujours, il cherche à surfer comme toujours sur l'islam, quoi. Ça c'est classique. Je la commente pas. Mais Sonia Mabrouk, elle est très intéressante pour ça. Parce qu'il faut savoir qu'après, elle a été virée de Canal+. Ouais. Aujourd'hui, elle est sur Europe 1. Voilà. Et sur LCP, non ? Et sur LCP aussi. Yassar Louati. Bon, c'est un peu inconfortable de commenter l'organisation. Je sais, j'imagine. Ouais, que j'ai quitté dans les conditions qu'on connaît il y a. Mais sur le fait que par exemple le CCIF est une branche des frères musulmans. Non, ça c'est du flan, ça c'est du n'importe quoi. Ça c'est encore une fois le fantasme. Dès qu'un musulman s'organise, il est forcément lié soit aux salafistes, soit aux salafistes frères musulmans, soit fondamentalistes, etc. Ouais. Non, par contre là, oui, l'imposture. En fait, c'est que il faut quand même, Youssef a quasiment tout dit, mais il faut quand même entrer au-delà de la position idéologique ou de la position de l'arabe de service, voilà, qui s'écharpe avec un autre arabe et le blanc qui se positionne en arbitre, en l'occurrence Thierry Ardisson, mais c'est plutôt aussi les personnes qui ont un complexe d'infériorité avec lequel ils ou elles grandissent, et ensuite ils veulent déguiser ça en étant plus royalistes que le roi. Donc non, il y a un moment, le personnage est venu parler de son livre, qu'on l'interroge sur son livre et qu'on lui fasse pas un procès sur sur des supputations que les uns ou les autres font. Et oui, et là-dessus je m'accorde, c'est que ces personnes-là qui ont été interrogées, donc franchement je les connais de nom et je vois sur quel est leur fond de commerce, j'aurais aimé les entendre prendre parti, par exemple, quand des femmes que soi-disant elles-mêmes se identifient en tant que musulmanes, en disant oui, quand des femmes musulmanes sont physiquement agressées, j'aurais aimé qu'elles prennent la parole. Lorsque des femmes sont humiliées parce qu'elles sont femmes musulmanes, j'aurais aimé qu'elles prennent la parole. Or on sait très bien qu'elles sont là que pour donner une caution ethnique à un discours qui est fondamentalement raciste. Bon, très bien. Tiens, on va passer à autre chose. Hier, en meeting à Marseille, Jean-Luc Mélenchon s'en est pris à Trump et à tous ceux qui ont félicité Trump pour avoir bombardé la Syrie la semaine dernière. Ces gens qui sont allés derrière lui acclamer l'intervention de Trump, qui n'a encore une fois aucun fondement, aucune légitimité internationale, qui aura été le fait d'une seule personne et qui pourrait vous entraîner dans la guerre. Si vous voulez la paix, ne vous trompez pas de bulletin de vote. Et si vous en choisissez un pour la guerre, ne vous étonnez pas si elle finit par arriver. Voilà, message clair de Mélenchon hier à Marseille sur Trump, le bombardement donc en Syrie. D'ailleurs, Mediapart a sorti un dossier très intéressant en disant que finalement le bombardement n'avait strictement servi à rien. Non, mais de toute façon, il avait prévenu les Russes avant de bombarder. Ils étaient déjà avisés quelques heures auparavant. Et Wassim Nasr a publié des photos, hier ou avant-hier, sur les avions qui décollaient encore de la même base qui avait été soi-disant bombardés. Donc, pour commencer, c'est un échec. Mais j'aurais aimé voir Jean-Luc Mélenchon tenir des propos aussi virulents sur lesquels je suis d'accord. Aussi vis-à-vis de Trump, de Poutine. Ouais. J'aurais aimé. Tu vois qu'ils sont aussi virulents sur l'aide coûte que coûte de Poutine envers Assad et ce que Assad fait subir à sa population.
Youssef? Non, mais après quand même, il y a quand même un tournant quand même. C'est-à-dire que ça change complètement de Barack Obama, et c'est clair que personne ne s'y attendait à cette réaction de Donald Trump. Pas même aux États-Unis, les experts ont été. Vous avez vu le navire choqués. là qui approche des côtes nord-coréennes? Oui, c'est pour mettre un coup de pression à la Corée du Nord. Là, c'est pas la même chose là. Ouais, un porte-avions et tout, etc. Donc en fait, ce message, enfin ces missiles, 59 missiles, en fait, ont eu une quadruple portée en réalité. C'était un coup de pression qui a été donné à tous ceux, en gros, qui ont cru que c'était la fête sous Obama, qui étaient considérés un peu comme mou, qui cherchaient plutôt le multilatéralisme, etc. Vous savez, toute la stratégie d'Obama. Donc là, avec ces 59 missiles, il veut mettre un coup de pression à la Corée du Nord, à Assad, à l'Iran surtout. Et donc c'est en gros pour dire nous on est prêts. Mais après, je sais pas, moi je suis assez sceptique. Je pense pas qu'il ira plus loin que ça. Je pense que c'est vraiment un coup d'annonce, un coup de com. Un coup pour rien quoi. Parce qu'en fait, on voit tout de suite après, on a vu la télévision syrienne qui a diffusé des images de MiG syriens qui ont décollé de la base aérienne qui a été bombardée. Parce qu'il faut le savoir, la piste d'atterrissage et de décollage n'a pas été bombardée. En fait, ce sont juste des entrepôts. Il y a eu des morts. Il y a eu notamment des gradés militaires qui ont été tués parce qu'ils s'attendaient pas du tout. Et j'ai même lu un communiqué russe qui disait que la DCA russe a fonctionné parce qu'elle a intercepté 30 missiles sur les 59. Parce qu'il y a des S-400 et des S-300 qui sont déployés sur le territoire syrien. Et donc voilà, c'est en même temps, certes c'est un coup qui était symbolique, mais quand même c'est pour montrer qu'il est prêt à tout quoi. Alors, autre chose dans ce zapping, tiens, vous savez que hier soir, un sondage a été publié et que pour la première fois dans cette campagne, Mélenchon est devant Fillon. Le troisième homme, Marine Le Pen, en rigole. Oui, ça me fait sourire parce que ça me rappelle 2012, vous vous souvenez, la grande époque, Mélenchon, le troisième homme, etc. Bon, puis en fait, rien du tout. Il était loin. Non, mais bon, moi je ne ressens pas ça. Je ressens une incroyable dynamique sur le terrain. Je ressens une énergie et un souhait de tourner la page du système qui est plus fort chaque jour. Elle n'y croit pas à Mélenchon, Marine Le Pen. C'est son concurrent direct, tu m'étonnes qu'elle n'y croit pas. Ouais. Ah oui, c'est vrai elle a raison sur une seule chose. C'est vrai qu'il avait fait une campagne assez intéressante aussi en 2012. On le créditait de beaucoup plus que ce qu'il a fait finalement. Son score était assez décevant en 2012. Hein. Ouais, il était bien en dessous de ce qu'ils avaient prévu. Je crois qu'il avait vu à 18, il a fait 12. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, après c'est clair, mais après je vois vraiment. Après je pense qu'on n'est pas du tout dans la même configuration qu'en 2012, puisqu'en 2012 Hollande était en tête et que là on a quand même un mont en dessous de 10 quand même. Ça, je pense pas qu'ils se trompent à ce point. Je crois pas qu'il y a un aussi grand écart. Moi, je pense que c'est plutôt. Je pense que pour Mélenchon, ça a l'air d'être plutôt vrai parce qu'elle dit que je suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle dit sur le terrain. C'est le contraire. Enfin, en tout cas, moi, je vois dans ma vie à Bagnolet et Montreuil, qui sont plutôt des fiefs de gauche, certes, mais en tout cas, c'est Mélenchon à fond. Ouais. Yasser, tu constates aussi cet engouement pour Mélenchon là pour cette campagne? Sur le terrain, oui. Oui. Ouais, sur le terrain largement. D'ailleurs, bon, j'ai des désaccords, mais non, là, s'il faut confirmer, il faut pas non plus tomber dans la position. C'est le seul qui remplit ses meetings. Oui, exactement. Et c'est le seul aussi où les sympathisants, les gens qui viennent participer au meeting ne partent pas. Ouais. Jusqu'au bout. Faisant référence à Macron ou à d'autres aussi, à Fillon, bien sûr. Voilà, ça c'est une. Et puis d'ailleurs, sachez qu'il y a un petit sondage qui est sorti et Mélenchon arrive largement en tête chez les jeunes. Ah ouais, c'est pas étonnant ça. Voilà, aussi, ouais. donc très intéressant aussi à observer. Alors pour finir ce zapping, François Fillon désormais donc placé 4e dans les sondages, toujours convaincu lui de faire mentir les sondages. C'est ce qu'il a dit hier en meeting devant. Alors attendez, écoutez le chiffre, 25 000 personnes selon les organisateurs. Donc François Fillon hier, 25 000 personnes qui étaient venues assister à son meeting à Versailles, à la porte de Versailles. À Nantes, à Quimper, à Toulon, à Ajaccio, à Provins, à Clermont-Ferrand, j'ai entendu cette foule qui veut en finir avec l'échec. Je sens cette force qui va et qui s'accroît, qui monte en puissance et qui n'attend que de stupéfier les prétendus faiseurs d'opinion. Bon, bah voilà, il y croit. Il a raison d'y croire ou faut lui dire qu'à un moment, faut revenir peut-être à la réalité, François? Bon, je pense que c'est comme avant toute cuite, hein. Jusqu'ici tout va bien et puis le lendemain matin c'est la gueule de bois. Ouais. Donc, mais bon, par contre ça en dit long sur le jusqu'au boutisme de cette frange réac, catho, vraiment de vin traditionnaliste qui vote pour lui malgré toutes les affaires, malgré ses mensonges. On voit que c'est pas des positions de principe, c'est des positions idéologiques. Donc voilà, on va voter pour Fillon. Et là, par contre, on peut parler de posture victimaire. Et lui, en fait, il ne fait qu'honorer une transaction. Vous êtes une population victime. Je suis votre défenseur pour cette France néoconservatrice que je veux porter au pouvoir.
Youssef, tu partages? Oui, clairement. Non, c'est clair que là, il s'accroche à fond. Je suis impressionné. Après, en même temps, il n'a pas d'autre choix. Hein. Oui, il est comme mis en examen là. Il est quand même mis en examen. Donc c'est un peu comme Sarkozy pendant la primaire où il lâchait pas, parce tout le monde se disait c'est soit il passe, soit il va en prison quoi. Et donc là il est pas passé et puis il est pas en prison. Ouais, mais sauf que les affaires vont reprendre là de plus belle. Surtout si c'est un président qui n'est pas de droite. Qui sera élu. Oui, absolument. Alors, tiens, un petit mail avant de passer à vos avis tranchés, messieurs. Un petit mail de Salim qui nous dit: personnellement, pour moi, le conflit israélo-palestinien n'est pas prêt de se terminer. Regardez l'exemple franco-algérien. Et oui, 132 ans de colonisation au bout desquels une guerre qui durera 8 ans et qui suscitant pas mal de débats. Je vous laisse réfléchir là-dessus. C'est ce que nous dit Salim. Youssef? Oui, clairement, pour moi, c'est d'ailleurs soit je suis pas trop d'accord avec une certaine mouvance pro-palestinienne qui veut comparer la situation en Palestine occupée avec l'Afrique du Sud. Pour moi, le modèle, c'est pas l'Afrique du Sud, c'est l'Algérie française. C'est-à-dire que pour moi, on est dans le même type de colonisation, une colonisation de peuplement, et que pour moi, le mouvement palestinien, comme dans les années 50, le Fatah des années 50 et les autres mouvements qui ont suivi, c'était l'Algérie qui était le modèle pendant des années. Ouais. Des années, d'ailleurs, ils allaient se former en Algérie, etc. Et pour moi, c'est le modèle de décolonisation des Palestiniens. C'est clair. On est terminé pour le zapping pour aujourd'hui, bien sûr, messieurs. On va passer aux avis tranchés. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Alors, par qui on commence? Youssef, Yasser? Il n'y a pas un jingle ou une... Non, mais il y a un jingle, mais on commence par qui? On commence par Yasser, vas-y. Allez, Yasser, qui d'habitude fait le dernier, là, va faire le premier aujourd'hui. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors, l'avis tranché de monsieur Yasser Louati pour ce lundi 10 avril. On y va, on s'installe et on y va pour cet avis tranché d'aujourd'hui. On allume le micro, bien exact, sûr, on prend son temps. On fait les tests micro aussi, 1, 2, 3, 4, ça marche. J'ai pas d'assistant, contrairement à Youssef Brakni, donc... Youssef. Alors aujourd'hui, 10 avril 2017... c'est les partis, voilà l'ennemi. Je vais pas m'attarder sur ceux qui s'offusquent aujourd'hui après avoir porté au nu Emmanuel Macron et découvrent ébahis qu'un de ses soutiens a été éjecté en quelques heures. Et oui, quelques heures pour rappeler la précarité des personnes issues de l'immigration postcoloniale au sein des partis. Depuis 40 ans maintenant, beaucoup se sont déjà essayés à changer la donne, comme ils disent, de l'intérieur en intégrant les partis pour les travailler. En 4 décennies, j'aimerais qu'on me donne ne serait-ce qu'un seul exemple d'un musulman, d'une musulmane, d'un noir, d'un arabe, d'une personne issue des minorités discriminées, de la diversité et je ne sais quoi, qui a réussi ce pari dans n'importe quel parti politique, de gauche comme de droite. Et pas réussite, j'entends, contribution pour une société plus juste et pas réussite individuelle. Commençons par le commencement. De par leur mode de fonctionnement, le cynisme qu'ils exigent, leur corruption structurelle, le carcan idéologique qu'ils représentent, les partis politiques posent déjà un sérieux problème à ce qu'on appelle la démocratie. Et si, comme le disait Simone Veil, la philosophe, pas la femme politique, les partis n'ont aucune légitimité pour parler au nom des Français et encore moins pour décider à leur place, quelle légitimité pourraient avoir les personnes issues d'immigration postcoloniale pour parler au nom de leurs semblables et encore moins pour les représenter? Mieux encore, combien de ces personnes ont tenté l'expérience puis ont été humiliées après avoir servi de faire-valoir en période électorale, de caution ethnique et morale pour les thèses et les lois les plus racistes, ou encore pour disculper leurs auteurs? On connaît tous ces deux phrases « Je ne suis pas raciste, j'ai un ami arabe » ou une amie noire, comme disait l'autre folle. Ou « Notre parti n'est pas raciste, Mohamed en fait partie ». Bien sûr, c'est facile de déguiser une ambition strictement personnelle derrière un engagement pour une cause plus grande. Mais avant de chercher à avoir de l'influence à l'intérieur des partis, il faudrait d'abord en avoir à l'extérieur. Parce que si on n'a rien d'autre à mettre sur la table, on finit toujours dessus. Demandez à ceux qui ont lutté avant nous, l'engagement commence et se perpétue sur le terrain avec les vrais gens de la vraie vie qui vivent les vrais défis d'un régime politique hérité de l'ère coloniale. La seule chose que ces personnes ont réussi à faire en 40 ans, c'est de conforter le communautarisme des élites et leur donner des raisons de croire que se servir de Mamadou, Mohamed ou Fatima est un jeu d'enfant et qu'il y en aura toujours pour manger dans la gamelle. Les exemples ne manquent pas et les poubelles de l'histoire en sont remplies. Alors qu'est-ce qu'on fait ?
Ma foi, à ça aussi, il y a une réponse. La solution n'est ni dans le repli, ni dans l'attente du représentant providentiel, mais dans la prise de conscience individuelle, l'auto-organisation, la solidarité, l'insurrection culturelle, la reprise en main du discours, de l'histoire, le développement d'un nouveau sens commun et bien sûr, une meilleure conception du monde. Il n'y a pas de raccourci, ni de solution miracle et personne ne pourra faire l'économie du travail de longue haleine que représente le terrain et malheureusement que beaucoup méprisent ou refusent de faire. Je termine par ce vieux dicton, trompe-moi une fois, honte à toi, trompe-moi 2 fois, honte à moi. Yasser Louati pour son avis tranché de ce lundi 10 avril. Vous pouvez réagir bien sûr au 01 40 33 9000 par mail lgf@francemaghreb2.fr ou sur la page Facebook bien sûr sur laquelle d'ailleurs vous répondez à cette question du jour. Pensez-vous que les hommes politiques pensent d'abord et en premier lieu à leur carrière? Je vous lirai quelques-uns des commentaires que vous nous avez adressés depuis ce matin. Un petit tour du côté du standard avant de retrouver Youssef pour la suite bien sûr. D'ailleurs un avis tranché qui va faire écho. Et qui va faire écho à celui d'Yasser, absolument. Allô, bonjour. Oui, allô, Christophe, bonjour. Bonjour aussi à tes invités, c'est Kamel qui t'appelle. Oui, Kamel, bonjour. Et je voudrais saluer également l'ensemble des auditeurs auditrices. Alors, bien évidemment, moi, ta question me fait sourire aujourd'hui, sachant bien que les hommes politiques, par essence, sont des carriéristes, chevronnés. Qu'on l'a vu ces dernières années. Alors je voudrais pas faire une généralité parce que il se trouve que dans un certain nombre, il y a des gens qui le font avec beaucoup de conviction et de sincérité, mais le dommage c'est qu'ils deviennent de plus en plus, il y en a de moins en moins, c'est ce que je voulais dire. Alors ceci étant, moi j'intervenais aujourd'hui parce que je partage effectivement un certain nombre de choses que vous avez dit, les uns et les autres, mais moi il y a une chose qui me questionne et je vais la partager avec vous, c'est que sur les antennes, que ça soit sur France Maghreb 2 et puis d'autres radios de notre communauté, il y a toujours des intervenants qui sont, alors quelquefois de la société civile, et tant mieux parce que c'est cela, il faut que nous les entendions, et plus souvent même, et puis il y a quelques politiques qui, durant les mois qui précèdent les élections, eh bien viennent quelque part nous charmer puisqu'ils sont dans une radio communautaire, nous dire des choses, nous vendre des programmes ou des femmes, des hommes politiques, etc. Moi, ce que j'ai envie d'entendre aujourd'hui, permets-moi, je crois te l'avoir déjà dit, mon cher Christophe, il serait intéressant, ne serait-ce que journalistiquement, de réentendre ces gens qui nous ont dit un certain nombre de choses sur les antennes, qui nous ont vendu des choses et qui nous ont appelés à aller vers eux, etc. Et puis qui, quelque part, deviennent inaudibles à un moment, qui deviennent inaudibles. Et repointer un peu ce qu'ils nous ont vendu à une époque et puis remettre les choses au goût du jour, puisqu'aujourd'hui il y a un emballement et puis il y a un bilan à faire. Moi je trouve que le bilan... Très bien, on a bien compris Kamel, le bilan pour ceux qui effectivement ont appelé de tes invités, mais sans aucune animosité, il faut bien retenir ça. Je suis pour que les choses se fassent aussi, sans aucune animosité à leur égard, mais quelque part, lorsqu'on se trompe, par exemple, de mouvement, lorsqu'on se trompe dans la vie, il est bien aussi de venir le reconnaître. Et c'est en ça, peut-être que nous arriverons les uns et les autres à construire quelque chose qui tienne la route. Merci à toi. Nadia Lazoni, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour les auditeurs. Et les auditrices. Et les auditrices, pardon, parce qu'on va m'accuser d'invisibiliser les femmes de l'espace public. Donc les auditrices également. Bon, comment ça va Nadia? Bah ça va, il y a beaucoup de moves d'agitation tu as le record ces derniers de retard. temps. Oui, et je prends l'engagement devant tout le monde que ça ne se reproduira pas, mais j'ai voulu honorer quand même ma présence. Dis-moi, c'est quoi? C'est de la faute de Yasser, de Youssef? Alors c'est la faute de la préparation ouais, en fait c'est ça, ils voulaient rester entre hommes, vous savez, c'est des barbus derrière le micro, donc comprenez que voilà, je suis la femme opprimée et heureusement que Christophe est là. On va te libérer, on va appeler on en a parlé tout à l'heure, Caroline Forest. Caroline, si tu m'entends. Il y en a plein, Lydia Guirousse, Sonia Mabrouk, il y en a plein en ce moment. Elle se dévoile en quelque sorte. Bon, sans faux jeu de mots. Bien entendu. Youssef Brakni, pour aller donc faire écho à l'avis tranché que tu as loupé, mais que tu pourras regarder sur YouTube de Yasser Louati ou sur la page Facebook de Yasser Louati. Bien entendu. Toujours les avis tranchés. Ou sur le Twitter de Grand Forum, bien sûr. Allez, jingle avec Youssef Brakni. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit
c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. L'avis tranché pour ce lundi 10 avril de monsieur Youssef Brakni. On y va, Youssef. Quand tu veux, hein. Ouais, un petit réglage son. Ouais. Alors, de quoi Mohamed Saou est-il le nom? Il s'agit de ce militant du mouvement d'Emmanuel Macron, En Marche, référent dans le Val d'Oise. Il était le seul référent maghrébin du mouvement. Il vient tout juste d'être mis à l'écart par le mouvement de Macron. Il lui est reproché d'être idéologiquement proche du CCIF et du Parti des indigènes de la République. En se basant sur des tweets de l'intéressé, comme le fait d'avoir retweeté un tweet de Marwan Mohamed. Il s'agissait d'une photo d'un réfugié syrien qui partageait son cookies avec un policier hongrois qui empêchait les réfugiés de passer. Mohamed Saou représente cette nouvelle génération des quartiers populaires qui sont la cible type de Macron. Une cible électorale à qui il promet entrepreneuriat pour tous, quelle que soit sa religion ou son origine. Un peu sur le modèle anglo-saxon, ce sont les compétences qui comptent. Il fait miroiter aux classes moyennes musulmanes une intégration économique sans discrimination. Et pour le reste de la masse des quartiers populaires, il propose un entrepreneuriat de type Uber. C'est ce qu'il propose aux musulmans sur le plan intérieur. Mais sur la politique extérieure, il est un fervent sioniste, refuse catégoriquement la reconnaissance même symbolique d'un État palestinien. Il est opposé à BDS et compare l'antisionisme à de l'antisémitisme. Le cas de Mohamed Saou est une illustration parfaite des limites de Macron pour les classes moyennes musulmanes. Mohamed Saou s'est permis de commenter la situation au Moyen-Orient. Son compte Twitter a été scrupuleusement passé au crible par des mouvements d'extrême droite. Ce qui est intéressant de relever, c'est que selon Libération, la polémique part de J-Forum, un forum qui se dit de la communauté juive francophone. C'est ensuite repris par la fachosphère, puis par Céline Pina, qui se revendique de gauche, ancienne élue socialiste du Val d'Oise. C'est Céline Pina qui va se faire le relais de la fachosphère, pour qu'ensuite la fachosphère se fasse le relais de Céline Pina. La boucle est bouclée. Céline Pina qui, rappelons-le, avait comparé le voile à un brassard nazi. Mohamed Saou est la cible type de cette mouvance islamophobe et sioniste. Cette mouvance est née en réaction à ces militants musulmans, souvent de classe moyenne, sur qui il est difficile de faire pression. On a vu ces dernières années des liens se créer entre certains cadres militants musulmans et une partie de la gauche radicale et intellectuelle. Face à ces alliances et à l'émergence politique au niveau local de militants issus des quartiers populaires, des mouvements comme le Printemps républicain, incarné par Céline Pina, font la chasse à ces militants et font pression sur les organisations de gauche. Le cas de Mohamed Saou montre que sur les partis politiques dominants, cette stratégie de ces nouveaux réactionnaires fonctionne. Elle montre la limite de cette logique de l'entrisme qui n'a pas mieux réussi à nos aînés. Plus que jamais, c'est à notre propre organisation politique auquel il faut songer. Cela passe d'abord par le local, là où nous sommes les plus nombreux, faire des listes autonomes, soit pour remporter une ville, soit pour faire perdre des candidats ou des partis ouvertement racistes. Youssef Brakni, voilà. Tiens Nadia, réaction. Ma réaction, qu'est-ce que je pourrais commenter de plus que ce qui vient d'être dit par Youssef. Effectivement, c'est assez symptomatique d'une société et surtout d'un jeu politique où on instrumentalise cette jeunesse issue, on va dire, de l'immigration, on va l'appeler ça comme ça, les françaises, mais bon, et qui au bout du compte, on va dire, porte la responsabilité de leurs échecs ou de leurs choix. Enfin voilà, c'est, je sais pas quoi ajouter de plus. Yasser. Non, je veux dire, comme c'est prévisible, je veux dire, enfin, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que oui, la force de frappe politique de n'importe quelle, organisation politique, elle est d'abord locale. Tout se construit à partir du local. C'est là on connaît son terrain, on connaît les mécanismes vraiment, voilà, de la cuisine politicienne sur place. Et c'est là qu'on est le plus efficace. Je veux dire, j'arrête pas de citer le cas de Atis-Mons qui s'était organisé pour faire tomber le maire PS après 20 ans de pouvoir et de clientélisme avec les organisations pro-consulat marocain. Et oui, là, il a fallu, enfin, l'association avait, je crois, 4 mois d'existence. Il s'était vite organisé pour qu'il tombe au municipal, chose qui avait été faite. Et le maire a reconnu qu'il avait perdu à cause des jeunes issus de cette immigration postcoloniale qui refusaient cette chape de plomb de la mairie. Donc non, il n'y a pas de secret. C'est que malheureusement, les gens pensent qu'il y a des raccourcis qui existent. On va intégrer un parti, donc forcément, on va y arriver. Non, je veux dire une chose qui est extrêmement dure. Mais je l'assume parce que l'image, pour moi, elle est vraiment parlante. C'est ce que tu veux dire. Nadia est toujours en train de se dire qu'est-ce qui va nous balancer. C'est en fait dire quand on a que pour seul capital le nom ou la couleur de peau ou la religion qu'on a hérité,
De dire, c'est comme les personnes qui s'adonnent au plus vieux métier du monde, qui n'ont pour capital que le corps dont ils ont hérité. Ils n'ont rien construit, ils n'ont rien bâti, et donc, leur faire valoir, c'est seulement cette origine qui leur est collée sur le dos. Et donc, forcément, si on est vulnérable à l'extérieur des partis, on l'est encore plus à l'intérieur. Très bien. Nadia, de quoi va-t-on parler avec toi? T'as un petit avis tranché pour nous? Ouais, j'ai un petit avis tranché. Tu vas nous parler de quoi dans un instant? On va parler de célibat, du boom du célibat. Ah, très bien. Voilà. Bon, c'est bien, on va un peu changer de sujet. On va changer de sujet. Et ton coup de cœur? On fait le grand écart avec moi à chaque fois. Bon, nous, on n'est pas concernés. T'as un petit coup de cœur ou pas, Nadia? Le petit coup de cœur, en fait, c'est une application, mais j'essaie de voir si elle a été lancée officiellement. C'est une jeune femme qui a lancé une application pour coordonner les acteurs qui maraudent en fait sur l'île de France. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est pas mal du tout. Bon. Voilà. Bon, on va voir ça tout de suite, ouais. Et puis on en reparle dans un instant. D'accord. Je vous rappelle la question du jour, à laquelle vous allez aussi répondre, vous n'allez pas y échapper. Pensez-vous que les hommes politiques pensent d'abord et en premier lieu à leur carrière, avant de penser aux gens et aux citoyens qu'ils sont prétendus défendre, qu'ils prétendent vouloir défendre? Vous répondez bien sûr quelques-uns des commentaires sur la page Facebook France Maghreb 2, aussi par mail lgf@francemaghreb2.fr, ou nous appelons 01 40 33 9000. Puis on fera un petit jeu aussi après le j'aime ou j'aime pas. J'ai 18 questions, je crois que c'est Le Monde qui a fait ça. 18 questions sur l'économie, sur le social, etc. On va y répondre ensemble et on va voir de quel candidat on se rapproche. Ça peut être sympa ça pour voir, hein. Donc on fera ça dans un instant, un petit jeu. Donc à suivre dans le Grand Forum. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le Grand Forum, Yasser Louati, Youssef Brakni et Nadia Lazouni qui sont avec nous aujourd'hui à cette question que l'on vous pose. Pensez-vous que les hommes politiques pensent en priorité à leur carrière? Tiens, quelques-uns des commentaires. Momo qui nous dit non, c'est pour assurer l'avenir de leur famille, nous dit Momo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Karim qui nous dit pour certains sans doute, mais il faut mettre tout le monde dans le même sac. Et puis un dernier, le dernier je vous le donnerai plus tard. Voilà, donc pour ce qui est donc de vos commentaires sur la page Facebook France Maghreb 2, pour répondre à cette question. Voilà, on fera un petit jeu tout à l'heure, ne loupez pas, on pourra jouer tous ensemble à la maison aussi, avec donc des questions qui ont été, je crois, faites par Le Monde, pour savoir à peu près vers quand le candidat vous vous dirigez pour cette élection. C'est assez marrant, c'est des petites questions sur pas mal de sujets. On fera ça dans quelques instants, mais avant toute chose, on va changer de sujet. Comme quoi dans cette émission on parle absolument de tous les sujets. La preuve en est, puisqu'on va parler dans l'avis tranché de Nadia Lazouni du célibat. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors, Nadia Lazouni pour nous parler donc du célibat. Le célibat qui monte en puissance en ce moment. Exactement. Depuis plusieurs années, les démographes attirent notre attention sur la montée du célibat, la réduction de l'écart d'âge entre partenaires et l'âge moyen au mariage de plus en plus avancé. Selon l'INSEE, l'âge moyen des femmes au mariage en 2016 est de 35,3 ans contre 30 ans en 1996. Quant à l'âge moyen des hommes au mariage en 2016, il est de 37,8 ans contre 32,6 ans en 1996. Toujours selon l'INSEE, les femmes sont beaucoup plus concernées par le célibat. 5,4 millions contre 4 millions d'hommes en 2011. Autre spécificité en France, les jeunes femmes d'origine maghrébine restent plus souvent et plus longtemps célibataires que les autres Françaises selon une étude de 1999 du sociologue Hervé Flancard, mais qui ne semble pas avoir pris une ride. Le boom du célibat est loin d'être une exception française. Selon la dernière étude du Bureau du recensement américain en date de 2014, plus de 50% de la population était célibataire. Pour désigner les centaines de milliers de femmes célibataires de plus de 27 ans, le gouvernement chinois a, en 2007, officiellement introduit dans son lexique le terme « Chen Yu », que l'on peut traduire par « celle qui reste » ou « celle dont on ne veut plus ». Même phénomène observé par les chercheurs au Moyen-Orient, la hausse croissante de l'âge moyen au premier mariage et la montée du célibat ont fait l'objet d'une étude signée par l'anthropologue Barbara Driskens. Vous l'avez compris, l'essor du célibat est un phénomène international dont les facteurs explicatifs varient selon les contextes socio-économiques, culturels et religieux.
Mais aux quatre coins du globe, les voix des démographes, anthropologues et sociologues convergent. La conquête du marché du travail par les femmes, leur réussite professionnelle et par là, leur indépendance financière expliquent l'essor du célibat. N'en sommes-nous pas arrivés à occulter l'humanité et l'investissement émotionnel des personnes qui recherchent un partenaire ? En effet, derrière les chiffres, facteurs, les tendances et phénomènes décrits par les anthropologues, démographes et sociologues, il y a des vies, des parcours, des histoires, des cœurs, la solitude et la souffrance amoureuse. Le mouvement de la sologamie qui veut que l'on se marie avec soi-même, où des femmes des États-Unis, d'Europe et Asie, la plupart la trentaine, choisissent de s'engager dans une union en solo et défendent une certaine façon d'envoyer paître les convenances, ne cache-t-elle pas, finalement, un certain désespoir ? À l'ère du numérique, nous n'avons jamais été autant virtuellement connectés et physiquement déconnectés. Par exemple, on a des centaines d'amis sur Facebook et on entretient ses relations seul face à son écran, mais au bout du compte, c'est le reflet de sa propre image que l'on polie. Est-ce que finalement, cette modernité qui nous offre plus de liberté de choix, plus d'autonomie, qu'elle soit économique et sociale, mais également plus d'espace pour le développement personnel, n'engendre-t-il pas aussi plus de solitude, d'isolement et donc de souffrance ? Dans une société où l'on nous enjoint de penser à soi, son confort, son bien-être, où l'on nous pousse à la réalisation la plus intime de soi et à chérir sa liberté à tout prix, on en arrive à avoir une vision égocentrée des relations humaines. Finalement, n'est-ce pas le triomphe de l'individualisme qui s'exprime dans les sentiments amoureux et qui explique, du moins en partie, l'essor du célibat ? Attention que le boom de célibat ne vous revienne pas en pleine face comme un boomerang. Waouh. Eh ben écoutez messieurs, dames, voilà, vous en savez un peu plus sur le célibat. Youssef, Yasser, ça vous parle ou pas le célibat ? Bah on n'est pas concernés. Oh, moi je suis marié, très heureux. Donc, On ne sommes pas concernés tous les trois d'ailleurs. Après franchement, non, ça c'est vrai que c'est un gros problème, c'est un gros fléau, mais même dans nos sociétés, au Maghreb, c'est aussi un problème. Mais pour différentes raisons, c'est vrai. Par exemple, c'est le prix du mariage. C'est le prix de la dot, le prix du mariage où les gens n'ont pas du tout non plus on voit que ça t'a coûté cher, moyens. Non parce que justement je me suis marié encore endetté. Je me suis marié en France justement moi. Mais du coup c'est un gros problème. Mais après c'est sociologique en fait. C'est tout ce qui a été dit, c'est très intéressant. Et c'est vrai qu'en France c'est un gros problème. Ou même je sais que par exemple en Russie c'est carrément il y a carrément un impact sur la natalité. C'est-à-dire que la Russie est un pays qui vieillit dangereusement. C'est-à-dire que c'est un pays qui va vraiment décliner. Il y a à peu près 120 millions d'habitants je crois en Russie aujourd'hui. Et c'est un pays qui va descendre sous la barre des 100 millions. Et les démographes s'inquiètent aussi au Japon. Au Japon et en Allemagne aussi. Ouais. Bah, aussi en Arabie Saoudite, il y a un phénomène c'est que les femmes en fait accèdent très très tard au mariage et qu'en plus on leur interdit d'épouser les étrangers. Ouais. Donc là, monsieur, c'est tradition, c'est le coût du mariage, la dot qui est demandée. Pour citer une personne que j'avais croisée il y a quelques années, me disait en fait les gens vendent leurs enfants en fait. Ouais. Et donc c'est des sommes astronomiques qui sont demandées. Et donc en fait on finit par payer une approche capitaliste du mariage. Ouais, c'est clair. Mais après ce qui est intéressant là, c'est une idée reçue, c'est-à-dire que les femmes sont plus célibataires que les hommes. Selon l'INSEE. Selon l'INSEE, ouais. Alors qu'on aurait pu penser le contraire quoi. Non, je t'assure que non. On voit très bien qu'il y a une surabondance de l'offre féminine et tu veux dire qu'il y a plus de femmes que d'hommes? Dans le célibat. Oui, non, pas dans le célibat, mais dans la société. C'est le fait qu'il y a pas assez dans le marché, il y aurait plus de en fait, de femmes. Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en tout cas dans le marché du célibat, le marché juteux du célibat avec les réseaux de rencontres, etc. Il y a beaucoup plus de femmes inscrites que d'hommes. Ce qui pourrait expliquer qu'il y ait plus d'hommes qui soient frileux d'ailleurs à s'engager. Oui. Plus de femmes. Plus de femmes. D'accord. Bon, bah voilà, on a appris plein de choses aujourd'hui. Alors, on va remplacer le j'aime ou j'aime pas par un petit jeu aujourd'hui. Sur justement cette société d'aujourd'hui. Quelle Europe souhaitez-vous? Quel projet pour les retraites? Quelle école? Quelle attitude face au nucléaire? Sur 18 questions majeures, le monde.fr propose de découvrir du programme de quel candidat vous vous rapprochez le plus. Donc on va faire le petit jeu ensemble. Nadia, Yasser et Youssef, pour savoir pour qui vous allez voter. Comme ça on va vous aider, tous et toutes. Neutralité oblige. Bah oui, non mais après comme c'est une réponse collective, on pourra mettre ça sur la collectivité. On va commencer par l'économie. Nadia, Youssef, Yasser. L'impôt sur le revenu, il faut quoi? Le supprimer, le baisser pour les plus pauvres, le rendre plus progressif, le fusionner avec la CSG, qui est la CSG donc qui est un impôt incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on répond? Youssef? On le maintient. On maintient tel qu'il est? Yes.
J'ai pas ça. C'est quoi, dis-moi? J'ai supprimé. Pas supprimé, c'est clair. Le BC pour les plus pauvres. Le BC pour les plus pauvres, ouais. Progressif pour moi. Progressif. Ah ouais, mais alors si vous commencez à avoir deux trucs en même temps, ça va être compliqué. Nadia. D'accord, on maintient. Et voilà, on le maintient. Non, moi je suis pour. Attendez, je répète, le supprimer, le baisser pour les plus pauvres, voilà, moi, je reste le rendre plus progressif, le fusionner avec la CSG. Progressif, c'est ce qu'il y a de plus juste. Plus tu gagnes, plus tu es censé apporter plus. Bon, Youssef, ok, vas-y, allez, c'est parti, je valide. Alors, la TVA, l'augmenter, la maintenir au taux actuel, la réduire sur certains produits, la supprimer sur certains produits, ou la supprimer. La supprimer, c'est l'impôt le plus injuste, puisque un pauvre et un riche payent pareil. Voilà, exactement. Donc on la supprime. Allez, révolution. C'est parti, on dégage. Et on crée une nouvelle source de revenus, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, le SMIC. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'augmenter? Attendez, le maintenir au montant actuel. Eh ben, j'ai que ça. Augmenter et l'indexer sur l'inflation. Ouais, mais ça y a pas. Augmenter. Ne rajoute pas des trucs. On augmente. On a fait des études d'économie. Candidat présidentiel. Alors on augmente. C'est parti. L'Union européenne à présent. La remplacer par une communauté d'États souverains. Refonder une Europe moins libérale. Renforcer l'Europe actuelle. En sortir par référendum. Le problème de l'Europe, c'est que c'est contre les pays du tiers-monde, quoi. Mais après, refonder sur un truc moins libéral, ouais. S'il y a plus de pouvoir au peuple et au parlement locaux, etc. Donc refonder une Europe moins libérale. Ouais. On est d'accord. Nadia, tu te positionnes impose ton idée aussi. Non, je suis d'accord. En plus, surtout pour sur la question des discriminations. Heureusement qu'on a des directives européennes qui nous permettent de protéger notamment les salariés sur le milieu du travail. Jusqu'à ce que la Cour vienne foutre en l'air. Mais à la base, c'est ça aussi. Alors, les retraites. Bon, ça nous concerne pas encore, mais bon, on y pense quand même. Revenir à 60 ans. Le maintenir à 62 ans. Le reculer à 65 ans. Voilà, trois propositions. Qu'est-ce qu'on fait pour les retraites? Répète. Alors, revenir à 60 ans pour tout le monde. Ouais. Le maintenir à 62 ans, comme c'est le cas en ce moment. Ou le reculer jusqu'à 65 ans, comme revenir à 60 ans. Revenir à 60 ans pour libérer de la place aux autres. Et encore, moi je faudrait reculer encore, mais bon, 60 ans. Ouais. 60 ans. On revient à 60 ans. Nous, on connaît nos parents. Tout le monde est content. Le nucléaire. En sortir rapidement. En diminuer la part. Le développer. Je n'ai pas d'avis. Sortir. On a vu Fukushima. On en sort. Donc on en sort et rapidement en plus. Alors, la priorité pour l'école primaire. Tiens, Youssef, ça va te parler ça. Recruter davantage d'enseignants pour alléger les classes. Recentrer les apprentissages. Enseigner surtout le français et la culture française. Ça c'est réac ça. Non, la première, c'est recruter plus d'enseignants pour réduire le nombre d'élèves par classe. Comme ça, on a plus de temps à accorder aux élèves individuellement. Difficulté, ouais. Très bien. La loi travail. Qu'est-ce qu'on en fait? On l'abroge? La réformer? Abroger. Non, j'ai encore mieux. La conserver? On abroge et on met en prison ceux qui l'ont écrite. Ou on les met au travail. Voilà. Vous savez combien ce que c'est. La PMA. Alors, l'autoriser pour toutes les femmes. Maintenir l'interdiction aux homosexuels et femmes seules. Qu'est-ce qu'on fait avec la PMA? On fait les lâches, on se prononce pas. Y a pas. Donc, l'autoriser pour toutes les femmes. Maintenir l'interdiction aux homosexuels et femmes seules. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Non, mais je sais pas, j'ai pas d'avis sur ça, moi. Non plus, c'est pas ce que j'ai vraiment cherché, ça. Ouais. Nadia, allez, donne-nous un avis, Nadia. Nadia, c'est une femme, ça, toi. C'est à toi. Mais moi, j'essaie de voir les finalités de la PMA, c'est d'avoir des enfants. Il y a énormément d'études, mais vous allez me dire, il y a des études contraires qui disent que les enfants ont besoin de grandir avec une papa et une maman. Il y a des études qui disent le contraire, je sais. Donc, voilà. Bon, allez, on dit l'autoriser pour toutes les femmes, ok? Si tu veux, Christophe. Mais toi aussi, on a le droit de t'entendre. Très bien. J'ai tranché. Les minima sociaux à présent. Créer un revenu d'universel. Ça c'est un mot. Les augmenter. Les réserver aux Français. Créer une allocation unique. Qu'est-ce qu'on fait avec les minima sociaux? Créer un revenu d'universel. Ouais, créer un revenu universel. Ouais, même tout ça, il le fera pas. Augmenter les minima sociaux. Augmenter les minima sociaux. On les augmente alors. Ah oui. Yasser. Les allocs, c'est pas assez. Augmenter, ouais. Ok. On a bien les moyens de faire un CIC. On peut quand même augmenter les minima sociaux. La prison maintenant. Qu'est-ce qu'on fait avec la prison? Créer entre 10 000 et 20 000 places de prison. Créer 40 000 places de prison. Encourager les peines alternatives. Je n'ai pas d'avis. Ah, là, il n'y a pas d'avis. Tiens, c'est curieux. Et pour la PMA, fallait les donner. Non, voilà. Peine alternative. Peine alternative. Ouais. Le tout carcéral est un échec.
Et puis à terme à détruire les prisons. L'euro maintenant, cette monnaie qui nous coûte cher. Revenir au franc. Faire coexister l'euro et une monnaie nationale. Créer une gouvernance de la zone euro. Je n'ai pas d'avis. J'ai pas d'avis. Parce qu'aucune des questions ne va, quoi. C'est un faux problème. J'ai pas d'avis non plus. Si c'est partagé et que les décisions sont prises de manière collégiale. Ouais, mais non, mais même. Créer une gouvernance de la zone euro. Une monnaie dominante sur les marchés mondiaux. Parce que moi, je me positionne toujours par rapport aux pays du Sud. Bon, alors on met quoi là? Moi, pas d'avis perso. Pas non plus. Bon, alors la majorité l'emporte, hein. Je n'ai pas d'avis. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le service civique militaire. Revenir au service militaire obligatoire. Un service civique ou militaire. Maintenir le service civique tel qu'il est, pardon. Je ne souhaite aucun service obligatoire. Aucun service obligatoire. Aucun service obligatoire. Bon, devenez militant. On est d'accord. Non, sauf si être militant compte dans le service civique. Non, ça compte pas. Pourquoi? C'est en fait c'est très surveillé les services civiques. Non, mais justement, c'est que si on ouvre oui, mais y a pas les là. conditions. Ne vous embrouillez pas sur les cas, je aucun les gars. service civique alors. L'économie à présent. La durée légale du travail. La réduire. La conserver. L'assouplir. L'augmenter. La durée légale hebdomadaire, tu veux dire? La durée du temps de travail. La réduire, c'est d'en travailler déjà trop. Alors, la Surtout réduire, moi avec mes 18 heures. La réduire pour être beaucoup plus efficace. L'assouplir ou l'augmenter. Peut-être l'assouplir pour ceux qui veulent vraiment travailler plus. Hein. Ça doit certainement être le cas. Après, ça donne justement un levier de pression pour l'employeur. Mais oui. Non, il faut la réduire, comme ça on partage le travail et on a plus de temps pour vivre. On réduit alors? Mais oui, on réduit. Christophe, je vais rappeler ce qu'un commandant de bord sud-africain m'avait dit un jour sur le tarmac. C'est pas Youssef, hein, moi je suis en meeting là. Oui, il y a ça. Je ne travaille pas. Non, j'arrive mon grand, j'arrive. Papa, il change le monde là, j'arrive. Il m'a fait perdre. C'est du direct, c'est bien. Oui, donc alors. J'avais un collègue sud-africain qui était commandant de bord qui me disait je travaille pour vivre et non pas je vis pour travailler. Donc on réduit alors. Bien sûr. Allez hop, ok. Le nombre de fonctionnaires, tiens Youssef, ça te parle aussi ça. Allez, le réduire drastiquement, le réduire progressivement, le maintenir, augmenter les effectifs. Augmenter les effectifs des fonctionnaires. Augmenter les effectifs. On le voit, les gens, ils sont pas. Il y a un départ sur 2 à la retraite qui a pas été remplacé. Les gens font le travail de 3 personnes. Ouais, et puis bon voilà, le service public aujourd'hui, t'es d'accord ou pas? Il est déplorable. Il y a trop de fonctionnaires selon toi. Non, mais ça c'est un dogme néolibéral qui est trop de fonctionnaires. Il y a des déserts médicaux, des déserts d'éducation nationale. Ouais, c'est ça. Un fonctionnaire, c'est quoi en fait? C'est un médecin, c'est une infirmière. Il faut augmenter et qu'on arrête de faire culpabiliser ce que l'État la dette que l'État a envers les citoyens. La démocratie directe à présent. Créer un référendum d'initiative populaire. Renforcer le contrôle des citoyens. Utiliser le référendum actuel. Créer un 49.3 citoyen. Voilà parmi les propositions. 49.3 citoyens, c'est marrant ça. Renforcer le contrôle, mais quelque part, toutes ces propositions-là sont englobées dans la 2, hein, renforcer le contrôle des citoyens. Par là. Et le contrôle des politiques, tu veux dire? Le contrôle des citoyens. Parce que, non, sur la démocratie directe, je rappelle, créer un référendum d'initiative populaire. Renforcer le contrôle des citoyens. Utiliser le référendum actuel ou créer un 49.3 citoyen. Qu'est-ce qu'on fait là? Bon, déjà on élimine les référendums parce que si on en arrive à ce que des populistes imposent des thématiques avec la communication et au détriment des groupes dominés, un référendum est toujours en fait une caution, on va dire nationale pour une idée, on va dire marginale. Non, moi un 49.3 citoyen m'intéresse. Bon, je sais que c'est à moi. Youssef, 49.3 citoyens. Nadia. Oui, mais j'ai renforcé le contrôle des citoyens, donc c'est la même chose pour moi. Bon, je suis obligé de te dire que voilà, la majorité l'emporte. Pas le problème, c'est la même chose. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Cannabis. Le cannabis. Le légaliser, en dépénaliser la consommation, maintenir l'interdiction. Maintenir l'interdiction. Joseph. Le problème, c'est que si on maintient l'interdiction du cannabis, pourquoi autoriser l'alcool dans ce cas-là? Parce que c'est aussi une drogue. Ouais, la cigarette. Non. La cigarette aussi. Oui, bon, ça va. On veut pas de drogue supplémentaire, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On légalise? Maintenir l'interdiction. Ou on dépénalise? Maintenir l'interdiction, ça permet à plein de quartiers de vivre. Donc on fait quoi? Voilà. On dépénalise la consommation? C'est horrible ce que tu dis. Maintenir l'interdiction. Donc lui, en fait, Youssef nous dit qu'il est favorable à l'économie souterraine. Bon, Yasser, tranche, s'il te plaît. Non, c'est qu'on dépénalise. On dépénalise la consommation du coup. Mais ça reste, voilà, la consommation. Oui. Mais ça reste toujours illégal. D'accord, ok, j'ai compris. Les quotas d'immigration. Favorable. Défavorable. Défavorable.
Défavorable. Moi, je suis pour qu'on accueille tout le monde. Ouais, défavorable. Bon. On est déjà partout. On est partout déjà. On a des bases militaires, des multinationales qui occupent d'autres pays, des richesses du tiers-monde qui sont exploitées par C'est le retour du bâton. Exactement. Donc vous exploitez là-bas, qu'ils viennent ici. Donc favorable, hein. Ouais, on peut les aider aussi à l'étranger, mais. Bon, alors, je vous donne un résultat. Louise Michel. Alors, Jean-Luc Mélenchon à 61%. Philippe Poutou en 2e. Nathalie Arthaud en 3e. Jean Lassalle en 4e. Benoît Hamon n'arrive qu'en 5e position. Oui, tant mieux. Marine Le Pen en 6e. François Asselineau en 7e. Emmanuel Macron en 8e. Jacques Cheminade 9e. François Fillon 10e. Nicolas Dupont-Aignan 11e. Et puis voilà. Ah, c'est bien. Donc voilà, Mélenchon arrive premier. Ouais, bon, s'il y avait une vous question 3, hein. sur le voile, je pense que exactement. ce test aurait vraiment donné d'autres résultats. Bon, en tout cas, je vous l'ai mis sur ma page officielle, Christophe Officiel. Allez le faire, c'est très marrant. Voilà, vous allez pouvoir voir. Bon, moi, je l'avais fait personnellement tout seul. Alors, j'avais Mélenchon aussi Marine pareil Le Pen que vous. Non, en deux, ça va pas, non. En 2e, Benoît Hamon. Et vous, il est arrivé que 5e ou 6e, hein, si je m'abuse. Voilà. Bon. Très bien, j'espère que vous avez joué avec nous. Mais c'est vrai que les questions sont un peu, sont sympas, mais ça manque un peu de fond quand même. Voilà. Allez, on va faire les coups de cœur maintenant, mais juste avant, quelques infos en bref. 1 minute de silence pour honorer la mémoire des victimes. C'était il y a en début d'après-midi, à midi, pour s'unir. Donc dans le drame, la Suède, qui vous le savez a connu un attentat ce mercredi, a rendu un hommage national aux 4 tués et 15 blessés de l'attaque au camion bélier perpétrée vendredi à Stockholm. Dans le parc de l'hôtel de ville ce midi, la quasi-totalité de la famille royale, le Premier ministre, les diplomates étrangers, mais aussi bien sûr une foule d'anonymes étaient présents. Et puis vous dire aussi que Daesh, qui a fait couler le sang hier en Égypte, double attentat contre des églises coptes dans les villes d'Alexandrie et de Tanta, qui a fait au moins 44 morts. Quelques heures plus tard, le président Abdel Sisi a rétabli l'état d'urgence pour 3 mois afin, a-t-il dit, de protéger et préserver le pays. L'Égypte, où l'État islamique, donc Daesh, compte entre 1000 et 1500 hommes a priori. Et puis sachez, pour être tout à fait complet, que une requête en provenance du Sinaï égyptien est tombée ce matin sur le sud d'Israël, juste après l'annonce par l'État hébreu de fermer son point de passage vers le Sinaï en raison des risques d'attentats. Voilà pour ces quelques informations. Bref, si vous voulez les commenter, vous êtes les bienvenus. Sinon, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Très bien. Ah oui, tiens, pour vous dire aussi qu'à partir d'aujourd'hui, on entre dans la campagne et on change un peu les règles. On rentre dans une stricte égalité de temps de parole. C'est vraiment supercherie, ça, excuse-moi. Ah bah oui, mais bon. Meeting, débat, la campagne donc officielle du premier tour de la campagne présidentielle donc démarre aujourd'hui en France. Ça se terminera le 21 avril à minuit, 2 jours avant le vote. Voilà pour ce qui est des règles. Alors c'est stricte égalité de temps de parole. Attention, on déconne pas avec ça parce que les sanctions vont tomber, le CSA, etc. Bon, on va passer au coup de cœur. Mais nous, on n'est pas concernés, on s'en fiche. Alors, on y va, c'est parti avec les coups de cœur. France Maghreb 2, le coup de cœur. Est-ce que monsieur Liassar Loiti a trouvé un coup de cœur ou pas? En fait, moi, c'est un coup de cœur ironique. Ah oui? Ah bah oui, toujours. Oui, et alors? Coup de cœur à Marine Le Pen. Ah bon? Bah, qui a révélé encore une fois la nature antisémite du parti alors qu'elle avait été encensée par le CRIF. Donc là, pour moi, c'est le chasse naturel, il revient au galop, et donc on va voir maintenant si la dédiabolisation va encore fonctionner. Youssef. Merci Marine. Youssef. Mon coup de cœur? Oui. Il n'y en a pas. Alors, mon coup de cœur, c'est le meeting. J'ai pas de cœur, c'est clair, je suis un militant. Et donc, du coup, mon coup de cœur, c'est sur, le meeting du 22 avril, comme je l'ai dit au début d'émission, qui aura lieu, du coup, à partir de 14h à la Bourse du Travail de République. Et c'est un meeting de soutien à Bagui Traoré, dans lequel je vais intervenir. C'est, qui passe en appel le 25 avril à la Cour d'appel de Versailles. Et d'ailleurs, tous les militants, tout le monde est le bienvenu et invité à venir se rassembler massivement devant le tribunal pour soutenir Bagui Traoré. Et ce meeting, ça sera autour de Bagui Traoré, nouvelle figure du prisonnier politique. Et c'est la semaine du prisonnier politique, la semaine du 22 avril. Et donc, il y aura... C'est pour ça qu'il y a le premier tour d'élection présidentielle.
Juste avant, ouais, justement, ouais, grave, il y en a beaucoup qui devraient être en prison. Et donc, il y aura plusieurs intervenants. Il y aura Mathieu Rigouste, Assa Traoré, évidemment, Almami Kanouté, Geoffroy de la Reinerie, qui est un philosophe. J'en oublie là, mais il y aura après, il y a Tarek Kautari, ancien du MIB. Bref, il y aura plein de militants du Namédour. Et Youssef Brakni. Youssef Brakni, évidemment. Ouais. Et donc, on va parler un peu de cette répression autour des quartiers populaires, de toute cette question autour des violences policières. C'est quand et où? C'est donc samedi 22 avril, 14h à la Bourse du Travail de République. Bourse du Travail de République. À Paris. À Paris, ouais. Très bien. Nadia. Oui, donc moi j'ai envie de parler d'une application en fait qui permet de coordonner les applications d'entraide de la capitale et qui peuvent communiquer en temps réel afin de répondre plus vite et beaucoup mieux aux attentes des sans-abri qu'ils visitent lors des maraudes. Alors, question, je sais qu'il y a 2 personnes, donc il y a un ancien entrepreneur qui travaillait sur cette application. J'ai aussi rencontré une autre jeune fille dans le cadre de mes activités humanitaires qui y travaillait. Au bout du compte, je ne sais pas qui va précéder l'autre pour le lancement de cette application, mais en tout cas, c'est en cours et on l'encourage. On a le nom ou pas encore? Non, pas encore. Très bien. Peut-être que vous, auditeurs, vous en savez plus, mais moi, j'ai pas trouvé le nom. Bon, dès qu'elle sort, tu nous en réserveras le prums. Entendu. Merci beaucoup, Nadia. Yasser Youssef, dans un instant, attendez, c'est pas fini. Dans un instant, place aux auditeurs. Et place Libertad. au moment Libertad. Vous allez pouvoir les engueuler. Ouais, engueuler Nadia. Nadia pour son retard. Ouais. Allez-y, lâchez-vous. 01 40 33 9000, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. 17h53, merci d'être avec nous et un bon début de soirée, bonne semaine. Rappel aux auditeurs auditrices qu'on sera au Havre ce mercredi, dans une librairie. On va un peu s'instruire, ça va faire du bien. La librairie Les Yeux d'Elsa, ça se passera donc au 115 cours de la République au Havre. Ça se passera donc ce mercredi pour notre petite tournée LGF après avoir été à Dijon. On part au Havre et la semaine prochaine, je crois que nous irons à Reims. Voilà. Allez, c'est parti. Yasser, Youssef, Nadia, êtes-vous prêts à écouter ce que les auditeurs de France Maghreb 2 ont à nous dire? 01 40 33 9000, que vous soyez de Paris, de Dijon, de Clermont-Ferrand et de toutes les villes de France, vous écoutez grâce aussi à l'application France Maghreb 2. Et puis en nous écoutant aussi depuis l'étranger, là aussi par l'application internet et le satellite, vous nous appelez 01 40 33 9000. Bonsoir. Allô, bonsoir. Ah ouais, non, il n'y avait pas besoin du son. Fallait mettre en fait un décodeur pour essayer de comprendre ce qu'il avait à dire, ce qui est pas toujours voilà. Vous savez qu'en ce moment les pirates ont beaucoup de mal avec Canal+. Hein, ils cartonnent en ce moment. Vous savez, pour ceux qui ont des modulateurs, je sais qu'il y en a plein qui écoutent la radio et qui ont acheté des trucs du bled pour regarder Canal+ et Beansport. Alors en ce moment, ça marche moyen quand même. Hein. Allô. Oui, bonsoir, Kamel de Paris. Ah, bah oui, il fallait bien finir une émission avec Kamel de Paris. Nous on est là, c'est pour intervenir sérieusement et ne pas pour dire des conneries comme le monsieur d'avant. Ce que je tiens à dire, je suis vraiment indigné par BFM TV. Samedi dernier, on a eu 1 heure de Madame Le Pen l'après-midi, et même quand il y a des meetings comme ça, Benoît Hamon, il est passé en différé, et Madame Le Pen, elle passe en direct. On a vu aussi le soir, hier, Madame Marianne Maréchal, sa nièce, et juste après Philippon. Donc je me demande, est-ce que cette chaîne ne veut pas faire passer le Front National? Moi, ça m'étonne, avec le directeur Philippe Draghi, là, ça, vraiment, ça me fait peur. Et deuxièmement, je tiens à remercier M. Yasser Louati. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Pourquoi Mélenchon à Marseille n'a pas critiqué les Russes? Parce que les Russes, hier, ils ont bombardé Idlib, le même lieu où il y a eu des armes chimiques. Moi, vraiment, ce Mélenchon, moi, je vous dis franchement, le dernier mot, je ne suis pas tout à fait d'accord avec les candidats à propos de la Syrie qui disent Bachar, c'est un criminel, mais il ne faut pas intervenir militairement, il faut une solution politique. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Merci, au revoir. Voilà, bon. Kamel félicite Yasser Louati, ça c'est pas mal. 01 40 33 9000, bien sûr, pour intervenir dans ce moment Libertad. Faut m'engueuler Nadia là, hein. C'est pas possible, elle peut pas s'en sortir comme ça quand même. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir, prénom et ville d'appel. Je m'appelle Méziane et je vous appelle de la capitale. Ok Méziane, qu'est-ce qui se passe? Voilà, d'abord je salue tes invités là, c'est des gens formidables. J'adhère à tout ce qu'ils disent. Merci à vous, madame.
C'est Nadia, je crois, non? C'est Nadia. Oui, c'est Nadia, ouais. Nadia, voilà. Et voilà, moi j'aurais voulu quand même vous dire qu'il faut éliminer dans le vote Macron. C'est le plus dangereux de tous les prétendants à la présidence, puisque c'est un sioniste avéré à 100%. Je l'ai entendu sur Radio J, et je crois que c'est un grand baratineur, et le plus dangereux que le Front National. Merci Méziane, c'est ton avis. J'ai vu que Youssef a rigolé. Ouais, ça me fait rire. Non, mais après, c'est vrai que tout le monde est plus dangereux que le Front National, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon. Enfin, ils ont tous repris, de toute façon, les thèses, les théories et les discours, quoi. Du Front National. Oui, bien sûr. Dès qu'à regarder le mandat de Valls, là, c'était quelque chose, quoi. Ah oui, c'était quelque chose. Oui, c'était pas mal. C'est vrai que, voilà. Ça peut être un peu la lignée du Parti Socialiste, en fait, non? C'est clair, historiquement, hein, c'était l'objet de plusieurs chroniques. Oui, c'est ça. On en a parlé pour ça, longuement, en tout cas. 0 à 40 33 9000. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Saïd de Metz. Bonsoir Saïd de Metz, soyez le bienvenu Saïd, on vous écoute. Bon, je vous dis bonjour à tout le monde. Je sais pas, je connais pas les noms, je connais que Christophe. C'est déjà pas mal. Oui, je tiens à féliciter Kamel pour une fois, il est contre BFM TV. Kamel de Paris. Oui. Je sais pas, d'habitude je l'écoute, il est un petit peu à fond dedans, dans BFM TV, TF1 et les infos en général. Et je le conseille de lire un petit peu sur l'histoire de la série, de la Russie, des États-Unis. Après, je vois qu'il y a des... bon, c'est tout. C'est tout, d'accord, bah ça ira. Oui, merci. Au revoir. Merci Saïd, j'aime bien. Bon bah ça y est, c'est tout, j'ai fait le tour. Saïd de Metz, on vous salue d'ailleurs, les Messins, les Messines. C'est une belle région, Metz. Ouais. Hein, tu connais Youssef? Ouais, je connais, je l'ai été. Sympa, hein, là-bas. Allô, bonsoir. Bonsoir Christophe, c'est Siam d'Argenteuil. Bonsoir Siam d'Argenteuil, comment allez-vous Siam? Bah ça va très bien. On vous écoute. Bon bah déjà j'ai bonsoir à Nadia. Voilà, la chronique qu'elle a lue sur le célibat est très intéressant. C'est pas l'objet de mon appel, mais je voulais quand même souligner quelque chose par rapport à ça. J'ai beaucoup de filles. Bon, moi je suis mariée, hein, j'ai 2 enfants, mais j'ai beaucoup de filles dans mon entourage. Ça, c'est que ça. Des copines de mon entourage de ma génération, je suis de 79, qui ne sont toujours pas mariées et qui sont très tristes, pas du fait de ne pas être mariées, mais du fait que elles ne trouvent pas chaussures à leurs pieds, mais l'engagement des hommes de notre génération n'est pas sérieux. Voilà. Bien sûr, je globalise. On dit que les meilleurs sont pris, c'est vrai? Bah, je sais pas, j'en sais rien, je peux pas te dire, parce que les filles que je connais sont des filles, voilà, géniales en tout point. Elles sont instruites, elles sont gentilles, elles ont, comment on va dire ça, chez les Maghrébins ou même la communauté africaine en général, on a l'esprit de famille, c'est-à-dire qu'on pense à la famille, on la met en avant, on la respecte. Il y a des protocoles que l'on respecte, et ces filles-là, voilà, sont au fait de tous ces protocoles, mais en même temps, elles ont une carrière et elles se focalisent pas du tout sur le physique ou quoi, mais elles veulent tout simplement une personne qui soit dans le même état d'esprit, c'est-à-dire qui ait l'esprit de famille, qui ait le respect. Il y a le respect de la religion. Même parfois, il y a un sociologue français qui faisait remarquer que les hommes avaient beaucoup de mal à être intellectuellement dominés par les femmes. C'est pour ça que le célibat touche particulièrement ces femmes diplômées, surdiplômées. Les hommes, les femmes avaient beaucoup de mal à être dominés intellectuellement par les femmes. Parole de sociologue, et ça c'est à l'échelle de la société française. On n'est pas dominé par les femmes. Je Intellectuellement. suis d'accord avec toi, Nadia, mais par exemple... j'ai une copine qui est médecin et à chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un, elle a aucun problème à se marier avec quelqu'un qui n'a pas la même situation professionnelle qu'elle, ou qui soit dans un autre secteur professionnel, mais la personne, elle développe, l'homme, c'est lui qui va développer un complexe d'infériorité. C'est ça. Oui. Alors, par exemple, moi, je vais te dire, j'ai fait une école de commerce et mon mari a arrêté l'école en 4e. Oui. Tu vois? Ah oui. Et mais par contre, c'est quelqu'un de très cultivé, qui a développé d'autres qualités et qui sait qui a su les mettre en avant. Et moi, personnellement, je vais pas mettre en avant tous les jours ce que j'ai appris à l'école. Ça se traduit par mon comportement au quotidien, par le choix de mes décisions.
Ouais. C'est-à-dire, je vais pas mettre en avant, entre guillemets, mon intellectualité, entre guillemets, je suis pas intellectuelle du tout, mais je veux dire ma culture ou, en tout cas, mon instruction. Je vais pas la mettre en avant. Elle va juste transpirer au quotidien. C'est-à-dire dans les choix que je vais faire, dans mes choix professionnels, voilà. Et en fait, ce que les hommes ne veulent pas comprendre, c'est que c'est pas grave. Si toi, t'as pas fait d'études et qu'elle a fait des études, toi, t'as un autre point que tu as plus développé dans ta vie et que tu as plus mis en avant, et c'est ce qu'il faut qu'ils mettent en avant. En fait, c'est se compléter. Le couple, c'est quand même se compléter, tu vois. Bah, c'est la base, effectivement. Siam, tu nous appelais pourquoi à la base? Alors, je t'appelle pour te dire que, en fait, le quinquennat, je trouve que la durée d'un mandat est beaucoup trop courte. En France, bon, oui, je sais, c'est un Donc toi, tu voudrais revenir à l'ancienne, septennat. Non. Oui, le septennat, au moins, je t'explique pourquoi. Yasser est pas du tout d'accord. Non, mais je vais expliquer pourquoi, Yasser. Non, t'as rien expliqué. On part sur un postulat commun, je suis pas d'accord. Point barre, on arrête là. Vas-y, je t'écoute, Siam. Non, mais je t'explique. Par exemple, imaginons, une personne, elle est obèse. Elle prend l'initiative de faire un régime. Elle se met à fond sur son régime et c'est très compliqué. Au bout d'une semaine, elle attend les résultats. Mais sache que tu as mis 10-15 ans pour devenir obèse. Il va falloir au moins 10-15 ans pour reperdre du poids. Tu comprends? Donc l'état actuel de notre pays, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en 5 ans, ils n'ont pas le temps de mettre en place tout ce qu'ils ont. Et puis le temps que les répercussions se mettent en place, que l'économie repart, on peut pas mettre en avant. Tiens, ça fera l'objet d'une question du jour. Tiens, on va la soumettre celle-là. Est-ce que vous considérez qu'en 5 ans, les présidents n'ont pas le temps de faire leur programme en fait? Oui. Est-ce qu'il faut revenir à l'ancienne? Imaginons Le Pen passe. La catastrophe elle passe. Bon, disons qu'elle ne passe pas. Ouf, le soulagement. Mélenchon passe ou autre. Le soulagement. C'est-à-dire dans 5 ans, on va revivre encore le même calvaire. La catastrophe, imaginons elle passe. Ou alors ouf, le soulagement. Tous les 5 ans, on a une échéance qui nous prend au-dessus de la tête. C'est un gros stress. Bon, t'as convaincu ou pas, Yasser? Non, absolument pas. Absolument pas, d'accord. C'est un bon régime, le stress. Youssef, c'était pas pour le combattre. Non, mais non, 5 ans, c'est une grande avancée. De parler, pour mettre en avant cette idée-là. Bon, t'as que Nadia de ton côté. Moi, je suis d'accord avec T'as que Nadia, et puis moi, je suis un peu réservé, donc je sais pas. Merci beaucoup, Siam, en tout cas. Merci. À très bientôt. Oui, vas-y, rapide. Oui, pour revenir sur le célibat, en tout cas, on a rencontré une psychologue clinicienne qui revient en fait sur les maux, on va dire, qui sont causés par le célibat. Elle apporte des clés de compréhension, également des solutions. C'est une émission qu'on va bientôt diffuser sur Speak Up Channel, qui est une chaîne YouTube. Il y a également la page Speak Up Channel. Donc ça portera sur le célibat, bientôt diffusé. Oui, voilà. Dont Yasser Louati fut l'invité aussi. Le précédent invité. J'ai été honoré d'ailleurs. Ouais, t'as été bien reçu? Très bien reçu et des questions très bien travaillées. Est-ce que t'es arrivé en avance ou en retard? C'est pas juste à me coller à la... parce qu'à ces émissions, elle est à l'heure. J'offre même des chouquettes et des cafés, donc... le message est là. Ok, voilà. D'accord, j'ai compris. On va tous venir. Merci beaucoup, Youssef. À très vite. Merci, Yasser. Merci beaucoup, Nadia. Merci à tous les trois. En tout cas, demain, autre personnalité, Hakim Rahal, Osin Ras et Elsa Ray demain entre 16h et 18h30. Bien sûr. Elsa, s'il te plaît, arrive en retard. LGF. Non, elle arrivera en avance. La team du LGF, vraiment, c'est du lourd. Vraiment OP, les gars. Merci beaucoup à tous. Dans un instant, la Myanmar pour l'éphéméride. Pour l'heure, un point sur l'actualité. 18h02, il faut pas le dire. Voici Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonjour à tous. François Hollande veut désamorcer le dossier guyanais. Dans une lettre envoyée aux élus, le chef de l'État appelle à la fin des blocages et il s'est dit prêt également à recevoir à tout moment et à Paris les parlementaires pour construire l'avenir de la Guyane. Selon lui, les propositions ambitieuses demandées par le collectif qui pilote le mouvement demandent un examen approfondi. Aujourd'hui, la situation est complètement bloquée. Aucune voiture n'est autorisée à franchir les différents barrages. La Nouvelle-Calédonie est désormais en alerte 2. Le cyclone Cook s'éloigne, mais les vents d'ouest restent puissants. 20 000 foyers au moins sont privés d'électricité et au moins 4 personnes ont été blessées. Par mesure de précaution, les autorités avaient demandé aux habitants de ne pas sortir de chez eux. Des centres d'hébergement avaient également été ouverts pour les plus démunis. La famille royale et le peuple suédois à l'unisson, tous se sont recueillis ce midi pour rendre hommage aux victimes de l'attentat de vendredi, attentat au camion bélier perpétré dans les rues du centre-ville de Stockholm. 4 personnes ont été tuées.
La Société Générale a fait saisir les comptes de Jérôme Kerviel. La banque veut obtenir le versement du million d'euros de dommages et intérêts auquel son ex-trader a été condamné en septembre 2016 par la Cour d'appel de Versailles. Les ministres de l'énergie du G7, États-Unis, Japon, Allemagne, France, Grande-Bretagne, Canada et Italie ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur une déclaration commune lors d'une réunion à Rome en raison des réserves des États-Unis sur le changement climatique. Une commission coprésidée par Flavie Flament propose de prolonger de 10 ans le délai de prescription de crimes sexuels commis sur des mineurs, un délit qui serait ainsi porté à 30 ans à compter de la majorité de la victime. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.